Bonjour à tous, on est ravis d'être là avec vous ce matin. Cette rencontre qu'on prépare depuis un bon mois s'annonce passionnante. En plus, elle est dans la dynamique un peu de l'actualité ça sera vraiment la continuité des assises de la littérature jeunesse qui ont eu lieu le 4 octobre. Je ne sais pas si vous étiez présent à cette journée en fait il y a 15 jours, mais en tout cas, voilà, on trouvait que on était vraiment tendance avec les problématiques qu'on se pose. Du coup, nous sommes ravis. Nous sommes en compagnie de 4 maisons d'édition engagées, investies sur la thématique donc de l'écologie. Je vous présente Aude Sarrazin de Glénat, Nathalie Vogue-Verlet et Reti des éditions du Ricochet, Tom et Nathan Lévesque de Enquête d'un grand peut-être, et Sandrine Arbonnier et Hermine Aymon des éditions Lucas. Voilà, donc ça sera une belle matinée de table ronde sur différents sujets. Donc on va évoquer ensemble les problématiques environnementales qui interpellent les ados dans tous les romans et documentaires qu'ils lisent, mais aussi dans toutes celles qui concernent en fait directement les éditeurs dans leurs engagements au quotidien. Donc, on va commencer par la démarche scientifique, en fait, qui est vraiment le point de départ, en fait, de l'écologie. Donc, je vais laisser la parole à Anne Pascal pour cette première partie. Et juste pour information, en fait, voilà, Charlotte que vous voyez à l'écran, qui s'occupera en fait tout au long de la rencontre de répondre à tous vos commentaires dans l'espace de discussion. Vous avez un petit onglet en fait que vous pouvez activer et pour intervenir et dans lequel on vous mettra des informations au fur et à mesure. Et Anne-Pascale et moi-même, nous nous chargerons en fait de poser tout un tas de questions à tous nos invités. Les questions sont nombreuses, le sujet nous passionne. Donc voilà, bienvenue à cette rencontre. Et Anne-Pascale, je te laisse pour la première partie. Alors, bonjour tout le monde. Alors, nous, on va partir du fait que, en fait, pour les ados, pour tout le monde, il fallait peut-être connaître un petit... Ah, il y a un micro de... Il y a un petit micro d'ouvert, non? Non, c'est bon. Il fallait mieux connaître la science pour un petit peu comprendre les enjeux écologiques de demain, d'aujourd'hui. Et du coup, on va commencer avec les éditions Lucas, donc avec Sandrine et Hermine. Du coup, moi, j'aimerais la vulgarisation scientifique, si elle est vraiment au cœur de toute votre production éditoriale, de chacun de vos livres. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer pourquoi, pour vous, c'est important, ce côté scientifique, cette approche scientifique, cette vulgarisation qu'on retrouve dans votre catalogue, s'il vous plaît? Alors oui, donc bonjour tout le monde. Nous, donc, notre principe, c'est de transmettre la science, mais en racontant des histoires. Et notre but, c'était vraiment que les enfants aient accès à toutes les connaissances scientifiques possibles, quelle que soit la science. En général, c'est vrai qu'aux enfants, on parle plutôt de sciences un peu particulières, l'égyptologie, les dinosaures, ça les passionne. Et nous, notre but, c'était vraiment d'aborder tout type de sciences. Ça peut être de l'anthropologie, ça peut être de la primatologie, de l'éthologie, comportement animal. Et le principe, c'était de développer leurs connaissances et aussi de leur... Ton micro est coupé, Oui, Sandrine. Sandrine, on ne t'entend plus. Oups, pardon, je sais pas pourquoi il s'est coupé. Vous m'entendez là? Oui. Je sais pas où j'en étais arrivée du coup. Du coup, oui, je disais que c'est aussi le but, c'est de montrer aux enfants toute la méthodologie scientifique pour qu'ils puissent développer eux-mêmes leur esprit critique, avoir plus de recul sur les thématiques de la vie quotidienne. Parce qu'aujourd'hui, ils sont quand même abreuvés de beaucoup d'informations et les aider dans la démarche de l'esprit critique, pour nous, c'était très très important, d'où notre production. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de deux titres qu'on a beaucoup aimés avec Stéphanie et Charlotte, c'est Stupeur et Nix.
Olympica, vous voyez les couvertures, merci Stéphanie. Alors du coup, je vais laisser la parole à Hermine pour présenter Stupeur. Yes. Stupeur, magnifique ouvrage, n'est-ce pas? Voilà. Stupeur, en fait, ça revient sur une histoire médicale qui a défrayé la chronique en 1906-1907 à New York, parce que c'était la découverte des porteurs sains. Avec l'affaire Mary Malone, donc une épidémie de fièvre typhoïde qui s'était déclarée et personne n'arrivait à trouver l'origine de cette mystérieuse épidémie jusqu'à ce que des ingénieurs du département de l'hygiène et de la santé de New York enquêtent vraiment sur ce phénomène et essayent de remonter petit à petit à la source. La source était Mary Malone, une cuisinière qui travaillait dans beaucoup de familles et qui infectait les gens sans être elle-même jamais malade. Donc on va suivre ça par le prisme de Prudence, donc la narratrice qui a 16 ans, qui s'intéresse au monde des sciences, à la médecine, à tout ce qui l'entoure et qui va se poser beaucoup de questions en enquêtant sur ça. Et donc voilà, on a un format journal, en fait, journal intime, illustré. Ouais, hop. Ah oui, on verra peut-être mieux comme ça. Et j'ai un truc qui déconne. Ok. Et alors, Nix Olympica. Donc, je vais prendre le relais. Alors, Nix Olympica, c'est le premier voyage habité vers Mars. Et c'est abordé sous la forme d'abord du journal intime de l'astronaute française. Donc, on aime bien aussi avoir des filles dans nos histoires. Hein, c'est pas juste anecdotique, c'est pour aussi inciter les petites filles à aller vers les sciences. Et donc, on a augmenté ce journal de bord avec des documents un peu particuliers. Il y a des dossiers officieux de la NASA, dossiers officiels de la NASA, des transcriptions d'émissions de radio, des schémas, bien sûr, pour expliquer comment on fait une navette qui va dans l'espace, etc. Et donc, ça permet aussi de... Comment ? C'est hyper complet. On va peut-être pouvoir même fabriquer notre propre navette. Hein. C'est hyper documenté. C'est... Ouais. Ouais, c'est le travail de Nicolas Beck, du coup, qui a vraiment approfondi le sujet. Il est passionné, hein, de toute façon, de Mars, de l'exploration spatiale. Et aussi, ce qu'on a bien aimé dans ce roman-là de Nicolas Beck, c'est qu'il revient sur toute l'histoire de l'aérospatiale. Donc, il y a aussi un côté historique scientifique. Et c'est vrai que l'histoire des sciences, on l'aborde nettement moins que la méthodologie scientifique en elle-même. Ouais, mais il y a tout un pan dans... Bon, moi, je connais mieux Nix parce que ça m'a vraiment captivée. Voilà. Il y a tout un pan quand même sur le côté scientifique de la navette, comment ça se passe à l'intérieur, l'espace. C'est archi documenté. En même temps, vous avez fait un format qui permet aussi qu'il y a plein de... Enfin, c'est pas qu'un simple roman, en fait, comme tu as dit, hein, Sandrine. Donc, c'est hyper enrichissant et tout ça. Et puis, on découvre, les ados et nous-mêmes, même moi, on découvre l'univers et plein d'infos aussi pour ce qui se passe dans le monde de l'espace. Et l'héroïne, elle est top. Hein. Ouais, on essaye de les rendre aussi humains, hein, pour montrer que tout le monde peut devenir scientifique. C'est pas juste les surhommes. C'est vrai, et ça marche bien. Et alors, du coup, c'est un bon enchaînement parce que on va parler maintenant avec Ricochet. Vous aussi, vous avez une démarche transversale des sciences qui amène sur l'écologie. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire un petit peu plus sur la maison, etc. Nathalie, je crois, qui va commencer. Oui, merci beaucoup. Oui, tout à fait. Donc, les éditions du Ricochet, donc ça fait, j'ai presque envie de dire depuis toujours que nous sommes très investis dans les sciences et dans l'écologie. C'est vrai que c'était déjà une volonté de la fondatrice des éditions du Ricochet, qui était journaliste scientifique, Marguerite Tiberti. Et puis, depuis 15 ans, en fait, on développe vraiment cette ligne de façon, j'ai envie de dire, très, très, très concentrée, parce que c'est vraiment devenu notre axe. Au départ, c'était un petit peu un petit accident de parcours, entre guillemets. On a traduit un livre de la Corée qui s'appelait Le tigre mange-t-il de l'herbe, qui était une petite comptine qui expliquait aux enfants la chaîne alimentaire.
Et déjà, on faisait le lien avec l'écologie, puisqu'on expliquait que dans la chaîne alimentaire, si tout d'un coup, certaines espèces sont menacées, et ben, patatras, l'équilibre écologique est perturbé. Donc, on a commencé un petit peu comme ça. Après, on s'est aussi lancé dans des fables humoristiques. C'était quand même il y a longtemps, c'était 2012-2013, Show de la planète, l'Eldorado, c'était le réchauffement climatique, les migrations climatiques. C'était un peu des gros mots quand même en littérature jeunesse. Et tout d'un coup, bah, nous, on se disait, bah non, mais en fait, c'était l'autrice Sandrine Dumarois qui travaille un petit peu comme une fable à façon La Fontaine. Et on était très séduits, en fait, par cette idée de parler d'écologie aux enfants sans dramatiser, mais en étant vraiment sur quelque chose d'assez léger, malgré tout. Et c'est comme ça qu'on s'est construit effectivement notre ligne Ricochet d'albums avec, en parallèle du travail scientifique, un travail d'illustration aussi très développé, à la fois très précis et en même temps artistique. Donc ça demande beaucoup de travail parce que tout le monde en fait a à cœur de travailler dans le détail et de s'appuyer aussi sur les positions des chercheurs. Mais voilà, c'est passionnant. Et du coup, tadam, POC. Alors, voilà, merci Stéphanie. Tadam, voilà. Alors, POC, nous, on a redécouvert... alors, POC, c'est une collection pour les ados, donc sur des sujets de société. Et donc, Roti, tu me vois? Oui. Est-ce que vous pouvez, genre, je crois, sans me tromper, il y en a eu un sur le climat que vous avez refonté il n'y a pas très longtemps, et c'est une collection où il y a plusieurs titres. Est-ce que vous pouvez un petit peu, alors je crois que c'est Roti qui va prendre la parole, nous expliquer un petit peu plus cette collection, comment vous l'avez construite, les sujets, voilà, la place de l'écologie dans cette collection, etc. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations? Oui, bien sûr. Alors, donc, cette collection, elle a été créée il y a 4 ans, en 2017. Donc, c'est dans la continuité de ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire d'abord des albums documentaires, ensuite des albums plutôt fictionnels, un peu fables. Donc, le développement, en fait, ensuite de cette ligne, c'est du coup d'essayer de toucher des enfants un peu plus âgés, donc des adolescents. Et donc il y a le Où va le climat qui a été évoqué, qui a été écrit par Claire Lecoeur, qui est journaliste scientifique, qui s'attache à faire plusieurs. Elle a écrit plusieurs albums de vulgarisation scientifique. Elle a notamment, outre Ricochet, elle a aussi écrit un album sur la mort l'année dernière. Donc, Où va le climat, c'est un album, c'est un documentaire pour ados. Et donc la formule, en fait, c'est 128 pages, 2-3 axes. Et donc on essaye de faire en sorte de toucher le public adolescent, donc à travers des thématiques comme le climat, ou comme d'autres thématiques qui ne sont pas forcément directement le climat, mais par exemple, on a fait il y a 2 ans Que dit la mode, et cette année on a fait Pourquoi la conquête spatiale, qui sont affichés actuellement. Et pourquoi la conquête spatiale, on évoque notamment il y a l'exploration spatiale qui permet notamment grâce à la technologie de faire face à des défis climatiques. Mais d'autre part, il y a quand même cet aspect un peu de prédation de la conquête spatiale, qui sont deux notions différentes, l'exploration et la conquête spatiale. Donc voilà, donc à travers des thématiques un peu transversales de société qu'on essaye de faire passer aux adolescents, on aborde des sujets qui sont intrinsèquement ou indirectement liés au sujet du climat. Et du coup, cette collection, vous m'entendez? Cette collection, oui. À partir de quel âge, Roti, ça peut se mettre dans les mains? On est sur du collège, du début de collège jusqu'à plus grand. Hein. J'adore cette question. Alors, je dirais par élimination,
pas en dessous de, Ouais, pas c'est ça. en dessous de 10-11 ans parce que en fait, à partir de 10-11 ans, je pense qu'ils ont envie d'avoir quelque chose d'un peu plus consistant. Donc, du coup, 128 pages, c'est pas mal comme format. Mm. En dessous, ouais. En fait, je trouve qu'à partir de 10-11 ans, quand on a des formats qui sont par exemple 2 fois plus petits, bah, ils ont pas assez d'informations à se mettre sous la dent, etc. Et voilà. Et donc voilà, je dirais à peu près à partir de 10-11 ans. Après, bah, selon les affinités de chacun, chaque enfant. Très bien. Alors, Stéphanie, tu es là? Tu reviens? Oui, j'ai montré Merci tous les livres à qui Coco avaient yeux. Stéphanie, je te laisse enchaîner avec la suite des questions. Et du coup, l'enchaînement logique, c'est que c'est aussi une question de société, l'écologie. Du coup, je vais m'adresser à Tom et Nathan Lévesque. Donc, auteur de Enquête d'un grand peut-être. On va bientôt fêter d'ailleurs, arrêtez-moi si je me trompe, mais les 1 an du livre. Exactement, Donc, le 2 décembre. ouais. Donc, je sais pas, voilà, je vous le montre. À mon avis, vous le connaissez tous. Tom et Nathan, j'aimerais vous poser une question. C'est indirectement lié, bien sûr, au guide. Est-ce que vous trouvez en fait que l'écologie, l'environnement sont des sujets de plus en plus abordés en littérature ado et à travers vos lectures, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment c'est abordé dans les livres? C'est surtout des visions de monde futuriste, des fois un peu inquiétant. Je vous laisse la parole. Ben, c'est vrai que contrairement à bonjour à tous d'abord, je vous l'ai même pas dit, mais c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Contrairement à ce que disaient par exemple Nathalie ou Sandrine sur leur maison qui ont un peu ça dans leur ADN depuis toujours, je pense qu'en littérature ado, il y a souvent des grandes vagues, enfin des sujets qui vont faire un peu sensation et qui vont ensuite voir de nombreux livres édités sur le sujet. Donc je pense qu'aujourd'hui l'écologie fait partie de ces sujets-là où il y a de plus en plus de maisons qui s'en emparent. Donc d'un côté, c'est vraiment super chouette parce que ça permet vraiment d'ouvrir le débat et aussi de vulgariser le sujet pour les adolescents. D'un autre côté, il y a aussi beaucoup de maisons qui s'en emparent pour un peu faire bonne figure et montrer qu'ils abordent aussi l'écologie parce que c'est plutôt vendeur de montrer qu'on aborde l'écologie. Mais voilà, du coup, ça fait qu'il y a énormément de livres sur le sujet aujourd'hui et je pense qu'on pourrait en citer beaucoup. De mon côté, après Tom, tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que la planète est effectivement vue dans la littérature pour ados souvent quand même d'un point de vue assez pessimiste. On pense tous aux dystopies comme Hunger Games, Le Labyrinthe et compagnie qui montrent des mondes un peu dévastés par les catastrophes naturelles, par les maladies, par la guerre aussi si on étend les sujets. Et malgré tout, dans ces sociétés pessimistes, j'ai l'impression qu'on a souvent, à contrario, une vision très optimiste des héros de ces romans-là, et notamment des adolescents, avec des héros qui sont forts, qui s'engagent, qui ont envie de changer les choses et de faire en sorte que le monde soit un monde meilleur. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans ces romans-là et dans la littérature pour ados. Je pense d'ailleurs que Aude pourra nous en parler avec la collection On est prêt parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on voit dans cette collection. C'est Merci beaucoup pour la transition. Les ados sont des êtres qui se construisent dans un monde qui vont souvent trouver dans lequel ils cherchent leur place et du coup ils s'engagent pour ce monde-là. Alors Tom, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur ce sujet-là, mais moi c'est un peu l'analyse globale que je ferai là-dessus, quoi. Oui, j'ajouterais tu parles de révolte, en effet, on y a consacré toute une partie dans le bouquin où en effet ça peut être une révolte écologique, mais ça va être une révolte sociale, une révolte intime, enfin il y a beaucoup de sujets comme ça. J'ajouterais que je pense que c'est aussi une question auquel la littérature ado en général est sensible. Je rejoins un peu là ce que disaient Roti et Nathalie, qui dans leurs documentaires ou leurs albums même quand c'est pas le sujet directement, sont sensibles à ces questions-là. Je pense que ça peut être assez global à la littérature ado. Où là, j'ai ressorti un exemple, par exemple, je pensais aux Éveilleurs de Pauline Alphen,
qui était publié chez Hachette. C'est un roman c'est un exemple de roman qui n'est pas directement lié à une espèce de sujet purement écologique où le sujet c'est des manifestations ou des changements de vie sur le climat, etc., mais où il y a une grande sensibilité au vivant. Et je pense qu'il y a des auteurs comme ça, Stéphane Servan, Pauline Alphen, qui sont particulièrement sensibles à ces questions-là et qui imprègnent du coup toute la littérature ado. Mais c'est peut-être global à la littérature. Peut-être que la spécificité, comme disait Nathan, de la littérature ado, c'est l'engagement des ados, quoi. Ouais. Et du coup, très belle transition. Aude, tu reviens? Bonjour tout le monde. Donc, je sais pas, mais bravo Nathan pour la transition, comme j'ai dit. Du coup, Aude, comme je l'ai dit tout à l'heure, des éditions Glénat, qui est à l'origine d'un partenariat avec un mouvement assez fort en fait sur l'environnement. Ça s'appelle On est prêt. Vous avez dû déjà voir toutes ces belles couvertures sur table en librairie. Peut-être que vous les avez dans vos bibliothèques avec 3 nouveautés cet automne. Aude, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais chez Glénat de manière introductive et ton envie en fait d'avoir créé ce partenariat avec ce mouvement vraiment très très actif? Alors, ce que je fais chez Glénat, c'est vraiment le catalogue Glénat Jeunesse. Donc, le cœur de catalogue, c'est plutôt de l'album. Donc, c'est hors BD, c'est plutôt vraiment de l'album illustré. Et puis, quand je suis arrivée donc en 2019, fin 2019, à la direction éditoriale de Glénat Jeunesse, j'ai eu à cœur d'arriver avec ce que je suis, évidemment, comme éditrice, certes, mais comme être humain aussi et comme personne engagée et citoyenne. Et en l'occurrence, très intéressée et très sensible à la question écologique. Et j'ai eu des contacts en 2019 avec Magali Payen, qui a fondé le mouvement On est prêt. On a beaucoup discuté. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une vraie envie commune, qui était de parler des questions écologiques aux ados, mais en passant par la fiction, en passant par le récit. Et donc de s'extraire à la fois, je vais rebondir sur ce que vous disiez, Nathan et Tom, à la fois de s'extraire parfois du documentaire aussi, de l'aspect plus didactique, plus pédagogique, qui est parfaitement nécessaire et qui était pas mal développé déjà, ce qui n'empêche pas qu'il y a encore de la place, mais qui était déjà assez présent dans le domaine littéraire ado. Et aussi de s'extraire du côté un peu plombant parfois que peut avoir la dystopie avec des univers qui sont quand même un peu anxiogènes. Alors, moi, en tant que lectrice, j'adore et je peux complètement rentrer là-dedans. Et c'est aussi un plaisir de s'immerger dans ces univers-là. Mais il me semblait qu'en tout cas, pour apporter ce sujet et surtout pour déclencher derrière l'envie d'agir, il faut aussi amener du positif, il faut aussi amener de la lumière au bout du tunnel. Et dans ces périodes où les ados sont en général pas tièdes, quoi. C'est tout l'un ou tout l'autre. Ils sont dans des formes d'énergie et d'envie qui sont très fortes. Ça peut aussi être juste un déclencheur à un moment, au moins d'une prise de conscience. Et derrière cette prise de conscience, après, tout est possible en termes d'action. Mais qu'au moins, il y ait éventuellement ce petit déclic qui se fasse, et plutôt en touchant l'émotion que la raison. Voilà. Donc, c'est pour ça que la fiction, elle permet ça. Et la fiction, au sens global, ça peut être des histoires racontées au cinéma, en l'occurrence, comme je suis éditrice, dans la littérature. Voilà. Et comment tu travailles avec les auteurs? Est-ce que c'est eux qui viennent à toi avec des projets? Est-ce que tu as déjà des idées de sujets? Alors, j'ai pas d'idée de sujet parce que ma volonté sur cette collection, c'est vraiment qu'ils s'en emparent, eux, avec leur tripes, avec ce qui les motive, avec ce qui les révolte, avec ce dont ils ont envie de parler dans cette grande thématique, évidemment, de l'urgence climatique, écologique, environnementale. Les auteurs, je suis allée les chercher, oui, j'ai pas eu besoin d'aller très loin ni de les convaincre très fort parce que on se connaissait déjà pour la plupart bien, on avait déjà travaillé ensemble et je les savais motivés, engagés, alors chacun à sa façon, chacun dans sa vie personnelle, voilà, à son degré, mais en tout cas, je savais que c'était des gens à chaque fois dans leur métier et dans leur vie personnelle, autrices et auteurs qui étaient complètement concernés et très, très motivés par le sujet. Donc, je suis allée vers eux et ensuite, au contraire, c'était
un peu carte blanche dans un cadre assez ouvert qui est que certes, il faut que le sujet soit présent. On parle à des ados, on s'adresse à eux de façon très, très effet miroir. On veut que les autres, que les héros, que les personnages principaux leur ressemblent. Donc, ils vont pas sauver la planète à eux tout seuls, mais en revanche, il y a cette prise de conscience, il y a ce parcours. C'était ça qui était intéressant dans cette collection, c'était de se dire qu'on allait assister à ce parcours-là. C'est pour ça que c'est des récits aussi assez condensés, assez nerveux, assez rythmés. Puisque là, on n'est pas dans de la saga au long cours, c'est plutôt cet instant où, dans une vie d'ado ou de très jeune adulte, il y a un déclic, il y a un événement extérieur, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui va faire que ça va vraiment rentrer dans leur vie et changer la suite. En tout cas, c'est réussi. On a pris beaucoup de plaisir. Il nous manque une lecture, c'est le buzz de l'abeille que je n'ai pas montré parce qu'il vient juste de sortir et on l'avait. Ah, bah si tu. Ah, merci. Merci. Et si je peux ajouter quelque chose, moi j'avais été très marqué par la vidéo que vous aviez fait au moment du lancement de la collection avec Camille Etienne, qui est sur le pouvoir des récits, que je trouvais très très juste sur cette idée d'avoir des récits motivants pour construire l'avenir, quoi. Bon, ça me parlait beaucoup, mais c'est une vidéo que je vous conseille. Bah oui, c'est vraiment là-dessus qu'on s'est rencontrés en fait avec le mouvement, et Camille Etienne est une magnifique porte-parole sur le sujet. C'est vraiment de se dire que changer le monde, ça passe aussi par changer le récit sur le monde. Ça a l'air très grandiloquent comme ça, mais en fait, ça infuse, c'est tout ce dont on se nourrit, ados, adultes, enfants. Le récit, ça nous forge, ça nous nourrit, ça nous fait évoluer. Et c'est aussi, voilà, notre petite graine, elle vient de là aussi. C'est de changer ça et de se dire, comme à un moment, on essaye aussi d'inclure le plus possible les minorités, les femmes, etc. Et ben, la question écologique, c'est plus un truc à part, c'est englobé, quoi. Donc voilà, ça passe aussi par ça. Ouais, et c'est bien justement de voir que pour traiter ce sujet, on peut à la fois parler de romans réalistes, de dystopie, enfin, que c'est vraiment très très riche. Anne, je te laisse reprendre la main. Anne-Pascale? Oui, je Et reviens. du coup, là, on va parler vraiment de la cible. Du coup, là, on a fait une sorte de panorama un petit peu de voilà comment on peut aborder l'écologie, du coup, démarche scientifique, questions de société. Maintenant, on va s'intéresser à la partie vraiment cœur de cible qui est le lectorat. Comment on l'interpelle, comment on donne encore plus l'envie de s'intéresser au sujet et envie de les faire lire. On va commencer par la fiction. Anne-Pascale, je te laisse la main. Oui, tu as fait une très bonne introduction, Stéphanie. Donc, en fait, on se pose comme question comment on va impliquer les ados dans ces lectures en fiction. Le ton, voilà, est-ce qu'il faut aller sur du futurisme, sur de l'actuel? Comment on les capte? Comment on va capter ce lectorat? Et du coup, que ça soit au niveau écologique, évidemment, mais au niveau de la démarche scientifique, comme on a commencé au début. Voilà, comment capter ces ados, les ancrer dans cette réalité, etc. Est-ce que Lucas Édition veut commencer, peut-être? On peut. Je pense que ça va commencer par, ça va rejoindre ce que a commencé à dire Aude. Donc déjà, avoir des personnages adolescents ou jeunes adultes, ça paraît quand même plutôt pertinent pour voilà, commencer à toucher le lectorat et se dire qu'effectivement, à un moment, est-ce que ça peut les inspirer? Est-ce que ça peut être quelque chose qui résonne en eux? Dans Nyx ou dans Stupeur, on a voilà, un personnage assez jeune qui fait des choix, qui s'interroge, qui essaie de comprendre mieux le monde qui l'entoure. Donc ça peut tout de suite, effectivement, résonner de manière familière chez les lecteurs. Ensuite, peut-être une autre manière qui est liée aussi, c'est par des choses visuelles, des choses concrètes. On n'a pas un gros bloc de texte assez massif. Ouais. Alors, là, on est sur Nyx Olympica de Nicolas Beck, où effectivement, on a décidé d'intégrer graphiquement des schémas, des choses graphiques qui permettent d'aérer la lecture et en même temps qui rajoutent tout un
tout un texte un peu différent. Et c'est pareil dans Stupeur. D'ailleurs, les deux romans sont des romans épistolaires, donc voilà, c'est aussi une forme qu'on apprécie. On n'avait même pas fait exprès, mais bon, finalement, on aime bien les journaux, on aime bien les choses un peu différentes graphiquement. Et je pense que voilà, ça permet de faire une complicité peut-être supplémentaire. Nathalie, s'il y a un micro en trop d'une Nathalie, peut-être. Non, et du coup, moi, effectivement, la forme épistolaire, comme tu dis, Hermine, ça me paraît, enfin après je suis pas une spécialiste, mais ça me paraît bien effectivement parce que le lectorat, on a l'impression que c'est une confession, un journal, etc. Et est-ce que toi c'est une forme, même si tu l'as dit, vous n'avez pas fait exprès pour les deux titres dont vous nous avez parlé, s'il y a aussi ça amène aussi, comme dans Nix notamment, on peut rajouter plein de supports d'illustration, etc. C'est aussi une autre accessibilité peut-être pour le lectorat, pour les ados. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je sais pas, Sandrine, si tu veux réagir à ça. Oui, je pense que le fait qu'on parle en jeu, l'homodiégétique, ça permet toujours l'identification en fait. Donc on se fonde complètement dans le personnage. Et surtout quand on a les mêmes interrogations. Enfin, je pense par exemple à Stupeur, où la jeune fille va s'interroger sur la moralité du procès qu'on fait à Marie Malone, qui est malade sans l'être en fait, et qui va être mise en quarantaine. Et elle s'interroge sur cette mise en quarantaine qui pour elle n'est pas justifiée parce qu'elle est coupable de rien. Et je pense que l'implication du jeu, ouais, c'est assez primordial en jeunesse. Ça donne une voix en fait au lecteur. Et d'ailleurs, la voix du jeu, on la retrouve aussi chez Glénat, un petit peu, beaucoup. Hein. On a des héroïnes qui donnent on voit leur transition en fait, hein, voilà, de leur réflexion aussi. Il y a beaucoup le jeu, tu confirmes, Aude. Il y a le homard aussi, où il y a la jeune fille, elle est vraiment, je suis désolée, j'ai oublié son prénom, mais elle nous parle et on voit vraiment sa révolution intérieure, sa prise de conscience. Et il y a beaucoup le jeu aussi dans les autres romans. Tu confirmes que c'est peut-être un ton qu'on peut garder pour capter toujours ce lectorat, avec cette écriture moderne dans chaque ouvrage? Ça nous a semblé effectivement être important d'être vraiment au cœur de cette évolution, de cette transformation. Et elle n'est pas que sur le sujet de la prise de conscience écologique ou de l'envie de s'engager. Chez les ados et chez les jeunes adultes et tout au long de notre vie, on n'est pas dans des cases, on fragmente pas non plus les évolutions dans nos vies. Donc, ils sont à cette époque un peu particulière, effectivement, où on se pose plein de questions, où on se demande où on va, où on se demande quelle place on aura dans la société, dans le monde, de façon très intime comme de façon plus ouverte en tant que citoyen, citoyenne. Donc ça imbrique tout ça. Et ce qui était très important, on en a parlé avec chaque auteur, chaque autrice, en lien aussi, puisque dès le synopsis, le mouvement On est prêt est impliqué en fait. Donc on a beaucoup de dialogue avec eux et ils discutent avec les auteurs en amont de tous les romans. Que ce soit pas déconnecté, que ça apparaisse pas comme un truc un peu artificiel dont on a absolument besoin de parler, envie de parler dans chaque roman, mais que ce soit très, très entremêlé avec finalement ce qu'ils vivent de toute façon à ce moment-là dans leur vie, de changement, de questionnement, parfois effectivement de révolte, il y a vraiment tout ça qui est très entremêlé et c'est important dans ce cas-là d'être dans le jeu et dans le très intime et de participer et de suivre au plus près ce qui se passe dans leur tête, dans leurs émotions, etc. pour pouvoir y assister et se sentir aussi inspiré, concerné, voilà, d'avoir envie de suivre ses parcours et peut-être d'en tirer quelque chose pour sa vie personnelle en tant que lecteur, lectrice. Parce que
Dans la collection des prêts, on est vraiment sur du réalisme, etc. Enfin, ça nous parle, c'est français, enfin non pas tous, mais c'est assez local. Et du coup, il y a un ton qui est juste, qui est apte, enfin qui capte, je trouve déjà le lectorat. Chez Lucas Édition, moi je vais parler de Nix parce qu'en fait j'adore ce livre, je suis désolée, c'est complètement mais ça m'a presque convaincue. Enfin, moi qui connais pas beaucoup le spatial et tout ça, c'est pareil. C'est une jeune femme. On suit comment elle arrive là-bas, etc. On apprend plein de choses, etc. Et du coup, comme tu disais Aude et comme vous avez dit Sandrine, soit ce sont les personnages, soit le ton, soit les deux. Et il y a à la fois ce qu'on veut amener à faire comprendre, sans non plus être trop dans le pédago, etc. Mais une prise de conscience ou une lecture ou pour toucher ou pour peut-être aussi capter ce qui se passe autour d'eux. Hein, parce que des fois, quand on a 14-15 ans, on est un peu self-centré quand même. Hein, faut pas... Et c'est amené avec justesse. Et du coup, est-ce que Tom et Nathan, vous, dans toutes vos lectures, vous rejoignez un petit peu, il y a des livres qui vous ont un peu peut-être marqué ou ça vous a pris aussi, vous vous êtes dit, ouais, là, c'est... Je sais pas si ma question est très claire, donc je vais la reposer ici. Non, moi, ce que je pense, on parlait de comment les intéresser, les attirer, je pense que c'est un travail d'auteur qui ressemble à un travail de n'importe quel auteur, et que les questions qu'elle se pose sont forcément liées à la question écologique, mais que finalement, déjà, il n'y a pas beaucoup d'ados à vraiment convaincre des mouvements écologiques, hein, c'est même eux qui ont plutôt à convaincre les adultes. Et ensuite, je pense que tous les auteurs qui ont travaillé pour tous les livres dont on a parlé, à la différence près que je ne savais pas qu'il y avait un vrai échange avec l'association On est prêt sur même le travail de texte, mais ce que je trouve assez intéressant, mais je pense qu'ils ont quand même une démarche d'auteur qui ressemble aux autres. Moi, j'ai ressenti un des livres qui m'a le plus marqué niveau écologique, qui est Sirius, de Stéphane Servan, qui est assez incroyable parce que je trouve qu'il fait pas vraiment de concessions et que moi, ça m'a vraiment bouleversé. Il n'y a aucune leçon, enfin, il n'y a pas de... C'est clairement très généreux comme approche d'écriture. Pour autant, c'est vraiment très fort comment sont placés les personnages, comment évolue l'histoire sans en dire, la fin est assez, elle reste vraiment en mémoire. Et ça, c'est un livre qui, pour moi, prend un pas de côté. C'est ce qu'on fait de mieux, je trouve, en littérature, faire un pas de côté sur un sujet pour mieux revenir finalement aux problématiques qui intéressent les ados aujourd'hui. Enfin, moi, c'est vraiment un des romans qui m'a bouleversé, où vraiment à la fin je me disais bon, c'est vrai que peut-être il y a des choses qu'il faudrait que je change dans ma vie. C'est un roman très très fort. Et moi là, j'avais pas forcément de titre à citer, mais je voulais rebondir un peu sur ce que Tom disait là au début quand il disait que les ados sont en fait aujourd'hui très très engagés. Et c'est vrai que pour nuancer un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, je pense qu'il faut pas oublier ça, et il faut pas non plus oublier que ce que témoignent les livres dont on a parlé, la première personne, les personnages auxquels on s'identifie, qui permettent de trouver résonance avec l'adolescence, et que c'est justement un ado qui s'interroge, c'est un être qui s'interroge et qui veut revoir aussi le monde qui l'entoure. Toutes les dystopies dont on parlait au début, qui sont assez pessimistes, elles témoignent aussi, je pense, d'ados qui se rendent compte que le monde autour est parfois très injuste, et ça se retrouve dans des mouvements comme ceux de On est prêt, l'affaire du siècle, qui vient de condamner l'État pour inaction dans l'action pour le climat. Ça montre qu'il y a aussi une interrogation sur les États, sur le pouvoir, et le danger de tous ces livres pour la jeunesse aussi, j'en parlais récemment avec une journaliste, Lucie Kosmala, qui est spécialisée dans la littérature jeunesse. C'est un peu le danger, c'est un peu l'injonction à l'action pour les jeunes, quoi. C'est vous devez agir, le monde de demain, vous pouvez le changer. Donc c'est super parce que ça permet d'aborder plein de thématiques pour les inciter à revoir le monde qui les entoure aussi, parce qu'il y a des ados qui en fait sont pas du tout éduqués à ça, et les livres peuvent leur permettre de le découvrir. Mais le danger, c'est aussi de leur faire peser sur les épaules un peu tout ce poids-là, quoi.
il y a énormément d'adolescents aujourd'hui et de jeunes de plus en plus qui souffrent d'anxiété climatique. Je ne sais plus quel est le nom exact, mais c'est vraiment prouvé. Et donc, je pense qu'il faut faire attention à ça. Et c'est pour ça que, comme disait Tom, je pense qu'il ne faut pas oublier en fait la dimension, le travail d'auteur, le texte, la fiction. On parle beaucoup de fiction depuis tout à l'heure. Et en fait, les ados, ils ont aussi besoin de bonnes histoires et de choses qui les passionnent. Et un roman comme Sirius, qui est effectivement bouleversant, est aussi une très très bonne histoire. Donc ouais, c'est une dimension qu'il faut pas oublier. Et Tom parlait des éveilleurs tout à l'heure, c'est marrant, je l'avais sorti dans ma pile aussi juste avant la rencontre. Et les éveilleurs est effectivement un roman chouette parce que il montre, un peu comme Sirius en fait, il montre aussi une dimension un peu poétique de l'écologie. Donc effectivement, on n'a pas envie d'une planète dévastée par des catastrophes naturelles, mais comme ça reste un roman avec une histoire et avec un travail d'écriture, et les éveilleurs a ce côté un peu poétique, la nature qui a repris le dessus, un rapport au vivant, comme disait Tom, qui est assez romancé, et je trouve ça chouette aussi d'avoir des histoires et qui finalement sont aussi un peu plus positives. Les éveilleurs, on est dans un roman un peu onirique qui se passe vraiment très longtemps après aujourd'hui, mais qui permet qui nous plonge dans une histoire qui, par le biais d'un univers un peu poétique dans lequel on plonge, va nous amener de toute façon à nous interroger sur comment les personnages en sont arrivés à cet univers-là sans qu'il y ait forcément besoin d'explications. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que des fois on a des univers très futuristes où il n'y a pas d'explication, mais c'est aussi au lecteur de faire le travail dans sa tête. D'ailleurs, Hunger Games fournit des explications, mais il y a quand même des grosses zones d'ombre dans lesquelles le lecteur peut aller écrire aussi un peu l'histoire qui manque, quoi. Et Aude, tu voulais réagir, je crois? Je voulais juste ajouter un tout petit élément par rapport à la participation et comment ça s'organise sur les ouvrages de la collection On est prêt entre le mouvement et les auteurs et les autrices. Évidemment, les auteurs et les autrices, ils ont toute l'attitude d'écrire le scénario qu'ils ont en tête et qu'ils ont envie de développer. Mais le mouvement, et par ailleurs, ils ont fait parfois des remarques purement littéraires qui étaient intéressantes parce qu'ils sont un peu nos lecteurs lambda quelque part sur les premières lignes. Mais surtout, ils sont là en fait pour échanger en amont sur l'aspect plus à proprement parler écologique du sujet et de dire alors parfois ils ajoutent des éléments en disant justement tu as envie de parler de ça, donc peut-être que tu pourrais ajouter à un moment dans ton récit cet aspect-là, ou attention là ça devient lourd, en fait ce sujet-là voilà, c'est un peu la tarte à la crème, on l'a déjà beaucoup vu, est-ce que ce serait pas plus intéressant de contourner un peu et d'aller sur quelque chose de plus connu, qu'on va faire découvrir en fait au lecteur parce que c'est moins le truc qu'on voit partout dans les médias. Ils sont vraiment là très en amont, justement dès le synopsis, pour pouvoir se dire tu as envie de parler de ça, ok, comme des experts, quoi. Vraiment comme un regard d'expert qui évidemment se mêle pas de l'écriture, mais qui en revanche apporte sa touche très personnelle. Et les auteurs et autrices de la collection ont trouvé ça hyper intéressant en réalité d'avoir cet échange en amont. Et puis ensuite, il y a cette petite particularité qu'à la fin des ouvrages, il y a une petite double page d'infos pure et dure sur tous ceux qui ont envie d'aller plus loin sur le sujet abordé. Merci Tom, tu fais ça tellement bien. Voilà, juste avoir des liens vers des vidéos, des documentaires, des bouquins, des sites qui permettent d'approfondir les sujets qui sont traités de façon mêlée à la fiction dans l'ouvrage. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et comme mini conclusion à ce regard sur la fiction, nous avons demandé, et ils ont répondu fort positivement, à la médiathèque Émile Zola de Montpellier de nous faire une sélection en fait de fiction pour les ados. Et le sujet les a tellement passionnés en fait qu'au lieu de choisir en fait que 5 fictions, ils ont choisi 5 romans et 5 BD. Du coup, voilà, c'est réalisé par cette médiathèque qui est formidable, où j'ai eu l'occasion d'y aller. Elle est immense avec des vingtaines de bibliothécaires passionnés. Et là, vous avez... Ah, Charlotte. Et là, vous avez du coup les 5 BD que cette même équipe recommande. Je vais vous mettre en fait dans les commentaires parce que l'équipe a fait ça extrêmement bien. J'ai même un petit
un petit résumé avec accroche pour chacun des livres. Du coup, je vais vous les mettre dans les commentaires au fur et à mesure. Je ne sais pas si j'ai réussi. En tout cas, voilà, c'est une participation de la médiathèque. Je vais vous mettre au fur et à mesure les petits textes qu'avaient prévus les médiathèques. Et du coup, on va enchaîner sur toute la partie non-fiction. Qui est hyper intéressante aussi et qui donne un bon répondant au reste parce que les ados aiment beaucoup les documentaires. Du coup, Nathalie Reuty, est-ce que vous voulez bien nous parler de cette collection en fait qui est fascinante tant au niveau des yeux que par tout ce qu'on y apprend. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, Mont Fuji. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette superbe collection très, très illustrée et très documentée? Alors oui, tout à fait. Donc, c'est le tout début de cette collection. On a sorti au mois de juin le Mont Fuji, volcan sacré du Japon. Et on va sortir dans 15 jours, le 5 novembre, l'Amazone, fleuve de la biodiversité. Donc, on reste dans ces sujets écologiques, toujours pour les, on va dire, pré-ados, ados. Et là, en fait, notre volonté, c'est d'aborder l'écologie, mais sous un angle plus culturel et naturel, effectivement, très documentaire. Et comme on a voulu s'adresser à cette tranche d'âge quand même qu'il faut captiver, on s'est dit, bon, ben voilà, il faut y aller, une pagination de 80 pages, beaucoup d'illustrations. Donc l'autrice Marie Lécroard, avec qui on a réfléchi sur ce concept, c'était de se dire, voilà, on va les émerveiller. Ils sont grands, mais ils ont quand même encore le droit d'être émerveillés. On va pas être dans la culpabilisation, mais évidemment, quand on parle de biodiversité en Amazone, ben, on va pas pouvoir échapper à des sujets difficiles comme la surexploitation, comme la déforestation. Mais en même temps, l'angle premier, ça va plutôt être l'émerveillement par rapport aux expéditions scientifiques, par rapport à la recherche, par rapport à... Et puis surtout les surprendre. Par exemple, voilà, je ne sais pas si vous connaissiez, mais moi, les dauphins roses, je ne connaissais pas. Savoir que on peut surfer sur l'Amazone, c'est quand même des choses assez peu connues. Idem sur le Mont Fuji, on va s'aventurer. Alors, c'est sûr qu'il faut captiver les ados et des fois c'est pas simple. On va pas hésiter à aller aussi un petit peu dans le frisson en allant au pied du Mont Fuji dans cette forêt d'Aokigahara qui est une forêt dite hantée. Voilà, donc c'est vraiment découvrir tous les aspects naturels, culturels, géologiques, scientifiques. Et ça, on se dit qu'en ayant tout ce bagage émotionnel, parce que l'illustration, effectivement, est absolument sublime, donc tout ce bagage émotionnel et ce bagage d'information, qui d'ailleurs, je tiens à le dire, le documentaire n'est pas forcément un texte sec, c'est une écriture qui est douce, qui est rythmée, qui enchante aussi. Donc, c'est aussi ça notre travail, nous, d'éditeurs de documentaires, c'est de faire en sorte que ce genre soit aussi beau, aussi porteur et porteur d'émotions. C'est très réussi. Merci. La maquette, le soin de la fabrication, les coins arrondis, on sent l'élégance et l'esthétisme. Voilà. On a voulu cette forme un peu carnet de voyage, parce que c'est vrai que le côté carnet de voyage, on s'est dit que pour les ados, c'était séduisant. Il y a des petits post-it à droite à gauche, il y a des petites photos, il y a des cartes. Voilà, c'est ce côté quand même très dynamique dans la maquette qui nous semble porteur pour voilà, éveiller la culture générale et la culture écologique aussi pour chacun. Et alors, l'autre petite astuce, en fait, pour accrocher l'attention des ados, c'est de lier nos choix de thèmes à des sujets qui les intéressent, qui les passionnent. Le Mont Fuji, c'est la culture japonaise. L'Amazone, c'est la biodiversité pour les passionnés de monde du vivant.
Voilà, c'est aussi ça qui nous a aidés dans notre construction. Et puis après, bah voilà, on déploie toutes les connaissances qu'on peut trouver sur le sujet et on essaye, et on le fait d'ailleurs, on est vraiment dans l'inédit souvent, dans des infos qu'on ne trouve pas, dans les documentaires en général. Voilà, on est vraiment à creuser les sujets jusqu'à trouver des informations qui sont inédites. Ouais. Mais c'est un travail colossal. Je me mets à la place de l'autrice Marie Lécroard. Vu la richesse du contenu, on l'imagine crouler sous les docks. Il y a au moins 1 an de travail, non, pour condenser. Alors, ça a été les 6 mois de confinement, ça. Les 6 mois de confinement, ça a été un peu notre thérapie à toutes, avec donc, Gabriella, notre graphiste. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas du tout compté notre temps. Et on a recommencé avec l'Amazon, là, qui sort dans 15 jours. C'est sûr que c'est un énorme travail. La fierté, c'est que le Mont Fuji, on l'a fait relire à nos agentes au Japon, parce qu'on travaille pas mal à l'étranger. Et notre agente japonaise, qui parle très bien le français, nous a dit, là, j'ai appris beaucoup de choses, c'est très authentique, vraiment bravo, c'est un travail de fond. Donc oui, c'est beaucoup d'interviews, c'est beaucoup de recherches de travaux scientifiques. Et puis après, c'est aussi transmettre à l'illustratrice, Catherine Cordasco, tous les éléments pour qu'à la fois elle s'empare avec son style à elle et qu'en même temps elle nous fasse le bon papillon sur la bonne fleur. Les insectes sont choisis toujours, voilà, les animaux, enfin tout est absolument précis et je peux vous dire que Marie est extrêmement vigilante sur tous les détails. Et là, on est content d'avoir une illustratrice qui travaille en numérique parce que les corrections sont possibles. Alors que ça se voit pas. Je pensais que c'était. Ouais. Oui, c'est comme et en fait, quand on feuillette, c'est comme un tableau à chaque page. Ouais. Enfin, il y a vraiment. C'est ça. Point de vue graphisme. J'adore les planches, ça c'est l'Amazon, ça c'est la déforestation, bon c'est pas le sujet le plus drôle, mais j'adore ces illustrations dans les rouges, c'est vraiment des ambiances, voilà. Et on a vu depuis le début de la collection, les salons qui ont repris, on a vu vraiment les ados venir vers ces livres parce qu'ils sont un petit peu hors normes, qui correspondent peut-être pas à ce qu'on voit aujourd'hui dans la production ado, et du coup il y a un vrai élan quand le sujet les touche. Ouais. Voilà. Petite transition avec un autre documentaire qui est sorti chez Glénat. Aude, est-ce que tu peux nous présenter ce projet? Et à mon avis, c'est comme la collection chez Ricochet avec le Mont Fuji, l'Amazon. À mon avis, c'est de longs mois de recherche, de documentation. Donc là, on est dans un autre format, dans un autre registre esthétique. C'est plus avec des pointes de BD, des pointes d'informations. Voilà, super Charlotte, tu enchaînes très très bien avec le PDF en cours. Aude, est-ce que tu peux nous parler de ce projet, à mon avis, que tu mènes à bout de bras depuis au moins 1 an, je pense, vu la richesse? Oui, c'était un projet très long. Alors, moi, je le porte avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'enthousiasme, mais c'est surtout les autrices qui ont eu un boulot énorme, et Maureen Poignonnec aux illustrations aussi. En fait, ce projet, il est né d'une conversation avec Myriam Daman, que je ne vous présente pas en tant qu'autrice jeunesse. Ce que certains ne savent peut-être pas, c'est que Myriam, elle est aussi experte climat à l'Agence française de développement. C'est son métier, en dehors de ses activités d'autrice. Et je lui fais coucou parce que je sais qu'elle nous suit. Donc, Myriam, on se connaît depuis un petit moment déjà, plusieurs années. On est évidemment toutes les deux intéressées par ce sujet. Et je pense qu'il y avait chez elle, elle l'a dit, donc je ne trahis pas ce qu'elle pense et ce qu'elle a dit déjà, qu'elle avait très envie de trouver une façon en fait de faire correspondre justement son activité d'autrice jeunesse et ce qu'elle fait tous les jours, de compulser des kilotonnes de données, de rapports, alors plus ou moins sans doute
digeste, mais comme elle, c'est son métier, elle engrange tout ça et elle a une vraie volonté et capacité et talent de vulgarisation, ce qui est pas évident quand on s'attaque à ces sujets-là et qu'on veut les mettre à portée. Alors nous, on l'a placée en 12+, après c'est toujours pareil, ces histoires d'âge. Bon, voilà, en tout cas, on a vraiment voulu que ce soit accessible, que ce soit même léger, qu'il y ait pas mal d'humour. On a mis du chaton, on a mis du gorfou sauteur, on a mis plein de petits animaux rigolos pour faire passer aussi des messages justement scientifiques appuyés sur des données très, très documentées. L'inspiration pour la maquette que vous voyez là présentée par Stéphanie, c'était de se dire qu'on était un peu dans le registre plutôt du blog, que ça pouvait défiler comme quand on scrolle sur un écran, que c'était quelque chose qui allait alterner entre des pavés de texte comme tu présentes là Stéphanie, où il y a vraiment les informations, un peu le dur de ce qu'on veut faire passer comme données, comme info, puisque l'angle c'est celui des idées reçues qu'on déconstruit. Donc pour déconstruire une idée reçue, il faut arriver avec des faits, avec des données pas discutables, avec des sources. Il y a une bibliographie, un index assez costaud à la fin. Donc, mais d'amener ça, comme c'est une idée reçue, par des personnages qui discutent entre eux, qui sont vous, moi, tout le monde, qui discutent les dîners auxquels on a assisté, les repas de famille, les discussions avec les copains où on n'est pas toujours d'accord, ou parfois même ça monte un peu. Donc, c'était de dire, OK, les idées reçues, il y a toujours une part de vérité derrière. Donc, on n'est pas dans la culpabilisation, on n'est pas dans le fait de dire, si tu penses ça, vraiment, tu n'as rien compris au sujet. Mais plutôt, OK, on rentre par cette idée reçue et petit à petit, on la déconstruit, on la détricote, on explique pourquoi c'est pas juste de penser ça et pourquoi on apporte vraiment des preuves et des données pour aller contre ces idées reçues. Il y en a 10, il y a un sommaire au début, donc on peut vraiment rentrer par la plus évidente. Il n'y a pas vraiment de changement climatique, c'est une vue de l'esprit, donc ça c'est vraiment l'entrée en matière. Et puis après, les grands sujets que les autrices, donc Myriam Daman et Charlotte Fleur-Christofari, qui sont toutes les deux collègues expertes climat à l'Agence française de développement, ont choisi pour rentrer dans le sujet. Et oui, ça a été un énorme boulot et je suis très très admirative de ce qu'elles ont réussi à faire pour amener tout ça, toute cette masse d'informations, toutes ces données à la portée des lecteurs, pré-ados, ados et plus grands, parce qu'évidemment, on en apprend beaucoup, même en tant qu'adulte. Et même quand on s'est déjà un peu renseigné sur ces sujets, il y a encore plein de choses à apprendre et à découvrir. Ouais. En tout cas, 2 approches différentes, mais vraiment, enfin, je sais pas, là, c'est peut-être l'ancienne libraire qui parle, mais je trouve qu'aujourd'hui, les ados ont une chance phénoménale d'avoir des documentaires aussi beaux que instructifs. Parce que dans mon souvenir, quand j'étais ado, c'était plutôt un côté un peu dictionnaire ou pas très, c'est pas très alléchant en fait de se plonger dans ces livres-là. Et on peut sentir avec ces 2 documentaires en fait un soin particulier à la mise en page, aux illustrations. On rentre beaucoup plus facilement en fait dans les sujets. Et juste une toute petite parenthèse, parce que je trouve ça hyper intéressant, c'est, et ça fera une sorte d'introduction à la dernière partie qui concerne l'écologie, mais côté éditeur. Du coup, j'aimerais juste revenir sur la dernière page, très chère Aude, du coup du documentaire, que j'ai trouvé hyper intéressante dans l'idée que, donc juste pour ceux qui l'ont pas vu tout ça, c'est un peu comment s'est passée la fabrication de ce livre. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, surtout pour un livre, en fait, sur les idées reçues, sur le climat, surtout sur le sujet du livre, de faire un petit état des lieux de dans quelles conditions ça a été imprimé, fabriqué. Et du coup, voilà, je tenais à souligner cette petite page que je trouve vraiment très intéressante à la fin. Merci Stéphanie, mais avant de te répondre, et je vais le faire tout de suite après, je voulais donner la parole à Nathalie parce que j'ai vu qu'elle avait levé sa petite main. Ah mince, j'ai pas vu. Ah, pas de souci. T'es tellement emballée dans ta présentation. T'as coupé ton micro, Nathalie. On ne s'entend pas.
Excusez-moi. Non, pardon, je voulais juste vous dire une petite chose que je trouvais intéressante par rapport à cette production documentaire ado, et d'ailleurs même pour les plus jeunes, mais bon, on est là pour parler des ados, c'est qu'en fait, ça met vraiment les lecteurs, qu'ils soient ados, adultes, un peu au même niveau. On s'aperçoit qu'en fait, ce travail qu'on fait pour cette littérature, qui reste quand même une littérature jeunesse, bah, ça diffuse une masse de connaissances, de réflexions et de synthèse que finalement, qui est peu accessible en réalité. Parce que qui prend le temps de tout ce travail de documentation, de s'élever un petit peu au-dessus des débats et de prendre vraiment la mesure de tous les avis, de ne pas plonger tout de suite dans une opinion, justement pour comprendre d'abord. Et je trouve que, enfin, moi je trouve ça une vraie fierté en fait de travailler à finalement éveiller aussi bien les jeunes que les adultes qui vont avoir ces livres entre les mains et qui vont aussi se régaler de tous ces contenus. Voilà, c'était une petite remarque. Merci, mais elle est judicieuse. Je suis parfaitement d'accord. Alors, pour revenir juste à la fabrication du livre, évidemment, c'était un sujet important pour les autrices, pour nous aussi, Maison Glénat, d'essayer de le faire de façon déjà très transparente et puis le plus écologique possible. Alors, on n'est pas arrivé à la perfection parce que pour l'instant, c'est pas encore complètement possible. En revanche, on s'est au moins posé toutes les questions qu'on pouvait se poser. Pris des décisions en fonction de ce qui était réalisable ou pas, de ce qui pouvait se faire ou pas par rapport à l'ouvrage tel qu'il est, tel qu'on le souhaitait aussi. La discussion la plus, pas compliquée, mais en tout cas acharnée, et ça a pris un peu de temps, c'était de savoir si on allait pelliculer ou pas cette couverture, parce que le pelliculage, c'est du plastique, et que voilà, ça fait partie vraiment des questions qui était compliqué à résoudre parce que un livre non pelliculé, c'est un livre plus fragile. Donc, si c'est pour arriver avec des livres abîmés, défraîchis, qui nous sont retournés, qui sont pilonnés derrière, on n'a pas gagné non plus. Donc, on a tranché avec un papier qui est vraiment choisi pour ça aussi, le papier qui est sur la couverture lui-même et donc qui est non pelliculé pour finir. C'était d'essayer de trouver un entre-deux. On s'est dit aussi que c'était un livre qui allait vivre, qu'il n'était pas non plus destiné à des enfants de 4 ans, les doigts pleins de chocolat, et que au pire, si on le feuillette en prenant l'apéro ou en mangeant, ou il aura peut-être des petites traces de vie, mais que ça allait faire partie aussi de son histoire. Mais voilà, c'était un peu la décision qui a été la plus difficile à prendre pour être sûr de notre du vrai impact derrière. C'était de se dire, OK, si on fait un truc qui est au final contre-productif, on n'aura pas gagné. Et puis après, nous, on travaille effectivement avec des imprimeurs qui sont en Europe. Donc déjà, ça limite un peu évidemment l'impact sur le transport, ne serait-ce que ça. Et puis après, sur un label qui s'appelle PEFC, qui permet au moins de tracer le fait que le papier qui est utilisé vient de forêts gérées de façon durable. C'est le minimum, j'ai envie de dire, de ce qu'on peut faire. Après, il y a encore un long chemin. C'est des sujets qu'on aborde très régulièrement et sur lesquels on est très, très actif en termes de réflexion pour la suite chez Glénat. Donc, voilà. Et puis de se dire aussi qu'un livre, c'est sa vie, ça se donne, ça se prête. Une fois qu'on se dit que si on a envie de le mettre à la poubelle, qu'il y a peut-être d'autres choses à en faire avant, il y a aujourd'hui quand même beaucoup de choses qui sont possibles entre les boîtes à livres, il y a plein que je trouve très jolies et qui sont aussi le reflet de ce qui se passe dans la société en général. Donc, on a participé à notre échelle aussi à toutes ces réflexions et à tout ce travail, que ce soit un peu mieux. Merci Aude pour ces précisions. Du coup, on va en parler beaucoup plus longuement dans la dernière partie. Pardon, je m'étouffe. On va vous montrer, pareil, on a demandé à une autre bibliothécaire, en fait, elles sont deux bibliothécaires de Frouzin, de nous sélectionner cette fois des documentaires.
Là, elles en ont sélectionné 3 qui leur semblaient vraiment très importants pour la tranche d'âge. Voilà, la Terre, nous sommes tous Greta, et c'est quoi l'écologie? Je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais vous mettre les petits textes qu'elles ont préparés dans les commentaires. Voilà, on trouvait ça bien d'interroger des bibliothécaires sur leur vision à elles aussi des livres sur le sujet. Donc, je vais vous mettre les petits résumés accroches qu'elles ont préparés. Et du coup, ça me permet cette transition avec la dernière partie. Là, on a vu tout au long du début de la rencontre, en fait, l'écologie dans la littérature ado. Mais on trouvait ça hyper intéressant aussi d'avoir le regard, en fait, des éditeurs au sein de leur maison d'édition et dans la conception de leur travail au quotidien. Comment ils voyaient les choses. Comment ils sont engagés au quotidien. Du coup, on va peut-être commencer par présenter, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais Livre Éco. Vous êtes 3 à y adhérer. Du coup, j'aimerais bien que vous nous expliquiez en fait votre démarche, comment vous avez connu le comptoir et comment ça se passe en fait au quotidien avec eux et en quoi cette démarche est importante pour vous. Reti, j'ai vu que tu voulais intervenir. Je peux commencer? Ouais. Je vais commencer sur Livre Éco. Donc, Livre Éco, c'est, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un comptoir de lecture durable, c'est-à-dire que c'est une librairie en ligne qui propose voilà, un catalogue de livres qui ont été éco-conçus. Donc nous, on a découvert ça, c'est les 2 fondatrices, Charles Hédouin et Marion Carvalho, qui sont venus vers nous pour nous proposer en fait d'adhérer en fait au catalogue et donc du coup de proposer quelques livres sur ce comptoir. Et donc nous, ça nous a paru hyper logique du coup de participer à ça. Pourquoi? Parce que en fait ce qu'ils font, c'est un travail comme disait Aude tout à l'heure, en fait en interne il y a des questionnements, on se pose des questions, on fait des choix, on fait des choix par élimination ou de manière positive. Et donc tous ces éléments en fait ne sont pas visibles au lecteur final. Alors, dans le documentaire sur les 10 idées reçues, donc il y a à la fin, il y a un texte dessus et d'ailleurs c'est très chouette. Nous de notre côté, on a choisi de le faire de manière aussi collective, c'est-à-dire que voilà, il y a un site internet sur lequel il y a des éléments de traçabilité sur lesquels voilà, on a décidé de le communiquer au public. Donc voilà, il y a aussi une démarche de transparence et aussi de montrer que voilà, comme disait Aude tout à l'heure, c'est un cheminement, c'est quelque chose qui est en progrès, on n'est pas encore dans l'excellence, mais en tout cas, on marche vers. Et surtout montrer qu'il y a une prise de conscience, parce qu'en fait le premier pas en fait c'est la prise de conscience individuelle, nous au niveau de notre maison d'édition, mais aussi collective. C'est pour ça qu'on a voilà voulu adhérer. C'est aussi le côté collectif, parce que ça permet aussi de commencer une discussion avec d'autres maisons d'édition, avec nos confrères, nos consoeurs. Sandrine, Hermine, vous pouvez aussi nous expliquer la démarche d'avoir rejoint Livre Éco? Ça doit rejoindre, à mon avis, ce qu'a dit Reti, mais c'est intéressant d'avoir votre ressenti aussi. Oui, du coup, c'était dans la démarche de comment on peut s'améliorer en écologie. Donc nous, on imprimait déjà en France. Là, on a commencé à imprimer sur du papier fabriqué en France. Et il y a effectivement aussi cette question du vernis et du pelliculage où on se disait, bon, est-ce qu'on enlève cet élément pétrochimique des livres? C'est quand même c'est encore un saut à faire, j'ai envie de dire, parce qu'on a toujours peur, après, c'est pas assez brillant, est-ce que les enfants vont bien aimer? Enfin, voilà. Mais, du coup, avec Livre Éco, c'est vrai que
on a le retour de plein d'autres éditeurs sur le sujet avec plein d'autres expériences diversifiées. Enfin, je pense par exemple à la Cabane Bleue qui font un travail formidable à ce niveau-là. Eux, ils ont carrément un format optimisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gage de papier, ils ont enlevé le vernis, etc. Donc là, eux, ils sont assez exceptionnels, je trouve, à ce niveau-là. Ce qui avait encore plus intéressant, à mon sens, chez Livre Éco, c'est qu'ils sont dans une démarche de transmission et de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on sort des masters d'édition en France, on n'a jamais vu l'écologie dans le livre, en fait. On a vu l'industrie du livre, en fait, mais on ne sait pas comment on fait un livre écologique. Et eux, donc, ont commencé à développer tout un catalogue de formations possibles. Comment fabriquer un livre écologique, qu'est-ce que l'éco-conception, et aussi comment appliquer l'écologie, mais pas seulement dans la fabrication du livre, en fait, dans la vie de tous les jours de l'éditeur. Et ça, c'est très important et c'est génial, en fait. Mais tout ça, à part le site internet où il y a la traçabilité, tout ça, est-ce que sur les livres, on peut voir en fait tout cet effort en fait d'être au plus près des problématiques? Parce qu'à chaque fois, il y a marqué imprimé en France, il y a marqué des choses dans les copyrights. Est-ce que comment on communique auprès du grand public pour dire ces livres-là, voilà, il y a un effort supplémentaire qui est fait. Ouais, ça c'est un point d'amélioration, je pense, un peu pour tout le monde. C'est un peu difficile de dire bon, bah, notre livre il est écolo. Enfin, je sais pas, c'est un peu difficile. C'est des questions que peuvent avoir aussi les parents qui vont acheter un livre. Beaucoup demandent de imprimer, enfin, ils s'intéressent quand même. Et c'est vrai que si le libraire, par exemple, il rajoute pas une petite information. Après, quand on regarde, par exemple, le Mont Fuji, à l'intérieur, bon, je sais pas si vous voyez, mais voilà, il y a des petites explications. Nathalie Reti, du coup, c'est bien, il y a marqué, il y a le logo FSC, soucieux de la protection de l'environnement. Est-ce que vous croyez tous que ça va devenir utile et essentiel, en fait, d'écrire sur chaque livre que justement il y a cette prise de conscience et cet effort qui est fait? Est-ce que vous pensez qu'on va en arriver là, d'avoir cette exigence en fait, que ce soit écrit sur le livre? Bah, nous, en tout cas, ça a été un moment assez évident. On utilisait ces produits, ces papiers certifiés, FSC ou PFC. On avait juste le logo, mais on s'est dit peut-être que finalement, les lecteurs comprendre exactement ce qu'il y a derrière ce logo, forêt gérée durablement, encre végétale. Voilà, on s'est dit, bon, c'est un petit texte de 3 lignes, mais au moins, ça dit ce que c'est. Bon, après, on rappelait aux assises qu'en France, je crois que 95% de la production de jeunesse, à part ce qui est fait en Asie et les tout cartons, etc., ce sont effectivement ces produits, ces papiers certifiés. Donc, bon, c'est un minimum de dire quand même où est imprimé le livre, c'est un objet de le faire, à quoi correspond ce logo. Je crois que tout le monde en vient un peu là. C'est un peu moi je trouve que c'est un peu le minimum qu'on puisse faire. Ouais. Mais après, comme c'était dit aux assises, notamment avec le responsable de la commission environnement au SNE, je ne savais même pas que ça existait, lui-même en fait racontait tout ce qu'il faisait depuis une quinzaine d'années. Et en fait, c'est vraiment dans les coulisses. Et lui-même reconnaissait ça manquait de communication, en fait. Parce qu'on a plein d'idées reçues. Il y a plein de gens qui ont des idées reçues sur le climat. Je pense qu'il y en a plein qui ont des idées reçues aussi sur l'écologie dans l'édition. Quand on disait que tous les livres qui étaient pilonnés étaient 100% recyclés, ben voilà, c'est des informations, je trouve, qui sont essentielles à savoir. Après, moi, je trouve que vraiment le sujet, comme vous disiez, c'était le pelliculage. Mais pour des livres pour les petits, on sait qu'un livre qui va rentrer chez nos distributeurs, qui va revenir de la librairie parce qu'un vendu et qui va revenir chez nos distributeurs, à la moindre petite rayure ou à la moindre petite pétouille sur le carton, il va être sorti du circuit. Et tout ça, c'est une énergie énorme en termes de transport, en termes de logistique.
Donc moi, je trouve pour l'instant, je préfère, je le dis, garder un pelliculage. Certes, c'est pas l'option la plus écologique, mais ça va nous permettre de rénover notre livre. S'il est un tout petit peu abîmé, on va mettre un petit coup de chiffon. Pouf, il va repartir dans le circuit. Je trouve que c'est quand même assez vertueux. Mais bon, chacun fait un peu à sa façon. Ouais. Ça rejoint ce que disait Aude tout à l'heure, sur qu'à chaque fois, voilà, il faut faire des choix et peser en fait le pour, le contre, être dans la meilleure démarche, mais que tout n'est pas parfait. Mais en tout cas, je trouve ça génial, en tout cas, de se poser les questions. Je trouve ça génial de faire des efforts dans ce sens-là. Tom et Nathan, donc vous êtes aussi en fait avec votre beau livre. Parce que vous avez un livre voilà, à votre actif, d'être déjà auprès de Livre Éco, d'avoir déjà cette démarche. Vous pouvez nous expliquer comment vous avez adhéré à ce mouvement? Est-ce que vous l'avez fait tout de suite? Est-ce que ça a été fait dans un second temps? Oui. Alors moi je connaissais déjà Charles et Marion parce qu'ils ont fondé une maison d'édition aussi qui s'appelle la Maison des Pas Perdus, qui est une très belle maison d'édition où ils se posaient déjà les questions d'écologie et aussi, et ça c'est quelque chose que je voulais ajouter, d'économie sociale et solidaire. Et c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant sur Livre Éco. Il y a aussi une traçabilité sur ces questions-là. Donc, comment sont rémunérés et cités les gens dans la production du livre, mais aussi comment ils sont impliqués en termes pas que financiers, mais aussi dans les choix éditoriaux et même politiques, même entrepreneuriales des maisons d'édition, des fois. Et moi, j'étais aux assises de la littérature jeunesse, où il y avait notamment ce monsieur Horry de Gallimard, qui, pour moi, c'était pas suffisant, le débat des assises, et notamment j'ai trouvé ça bien quand même qu'il évoque tout ça, enfin, qu'il intervienne. Mais je pense qu'on est aujourd'hui sur le risque de la communication aujourd'hui, c'est d'être sur plus un espèce de greenwashing où on dit coucou, mon livre est écologique, alors qu'en fait derrière il n'y a pas une vraie réflexion. Et la première réflexion à avoir, et Gwenda Loulès aux assises l'a très bien dit, c'est la question de la surproduction. Et on sait que toutes les maisons d'édition aujourd'hui sont dans la surproduction. Et la deuxième chose que j'ajouterais, c'est que c'est cette question sociale dont je parlais juste avant, qui n'est pas du tout suffisamment pensée. On a parlé à un moment des livres produits en Chine. La question de la production en Chine, elle n'est pas seulement que c'est produit loin, c'est que c'est produit. Pourquoi on le produit en Chine? C'est parce que c'est une main-d'œuvre qui est clairement accessible parce que pas assez payée. Et la question sociale et la question écologique, elles sont pour moi assez indissociables. Vous en avez tous parlé dans vos livres. La question écologique, elle est toujours au centre, mais il y a toujours d'autres questions qui viennent se mêler. Donc voilà, bon, je pense qu'il y a des réflexions qu'on peut pousser plus loin. Après, je trouve que justement, là, quand j'ai reçu aussi le livre de Les idées reçues que je trouve génial, à la fin, je trouvais très bien cette démarche de dire comment le livre a été produit de manière très honnête. Et nous, c'est aussi quelque chose qu'on essaie de faire avec Nathan, d'expliquer comment notre livre a été conçu. Par exemple, on a fait le même choix que Ricochet, on a laissé un pelliculage parce que ça laisse quand même une vie un petit peu plus longue, on pense au livre. Mais après, voilà, on a essayé d'optimiser le papier, on a essayé d'optimiser Voilà, on l'a fait imprimer en Belgique puis en France. On n'a pas mis de vernis par-dessus, en plus du pelliculage. On a imprimé des marque-pages sur les chutes de papier, enfin voilà, des choses comme ça, mais évidemment, c'est pas parfait non plus et il y a encore des choses à imaginer. Je sais plus qui a cité la cabane bleue, mais c'est vrai qu'en littérature jeunesse, c'est une très très belle démarche écologique qu'amène en édition. Ouais. Et voilà, Nathan, je sais pas si tu veux. Ah si, je voulais ajouter une dernière chose. C'est l'aspect, Roti a cité l'aspect collectif. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez vertueux aujourd'hui en édition et que j'aimerais bien inviter, moi, plein d'autres éditeurs à venir. Déjà sur Livre Éco, c'est chouette, mais même à réfléchir ensemble, à se donner des conseils, des idées, des contacts, à faire des choses ensemble. La cabane bleue, quand on a créé les éditions du Grand Peut-être, elles ont été très présentes, même pour des questions de contrat ou des trucs juridiques. Et ça, c'est quelque chose que je pense va avec l'écologie, cette pensée collective qu'on pourrait encore plus mener entre petits, moyens et grands éditeurs, quoi. Et moi, pour compléter ce que disait Tom, j'ajouterais juste qui concerne peut-être aussi un peu l'aspect
économie sociale et solidaire, c'est qu'on essaye aussi justement qu'il n'y ait aucun stock de perdu. Donc bon, après, nous, on a un seul livre, donc évidemment, logistiquement, c'est pour l'instant plus simple à gérer, mais on s'est arrangé avec l'éditeur pour que aucun stock ne soit envoyé, avec le distributeur pour qu'aucun stock ne soit envoyé au pilon. Et on a récupéré des exemplaires abîmés. Alors les exemplaires abîmés, c'est toujours difficile de savoir qu'en faire. Donc pour l'instant, la solution qu'on a, parce qu'on en a peu, c'est qu'en fait on les propose sur nos réseaux sociaux en disant on envoie gratuitement des livres aux personnes qui sont prêtes à recevoir un livre abîmé, mais gratuitement. Donc c'est l'une des premières choses qu'on fait. Mais il y a sans doute des choses, comme disait Tom, collectivement à imaginer, peut-être pour je sais il me semble qu'il y a des éditeurs ou des associations qui réparent leurs livres, peut-être pour s'associer avec des associations pour justement s'occuper de ces livres défraîchis et les donner dans des réseaux de distribution qui pourraient avoir besoin de ce. Voilà, je pense qu'il y a effectivement des choses à imaginer pour aller plus loin que avec Tom, on fait pour l'instant à une petite échelle avec un seul livre et avec nos 4 mains, mais mais c'est un peu le pilon, c'est en plus de la surproduction un des sujets assez dévastateurs sur l'écologie. Ouais, avant de parler de la surproduction, j'aimerais bien que Nathalie, Ruti, Sandrine, Hermine, est-ce que vous avez en tête une anecdote ou quelque chose en fait que vous avez appris ou que vous avez fait différemment suite à justement votre participation à Livre Éco? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous revient en tête sur un conseil qu'ils vous ont donné, sur une action à entreprendre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a donné plus d'informations sur... Est-ce que vous avez en tête une réunion, vous avez, je sais pas, comme on parle beaucoup de collectif avec ce comptoir, c'est juste pour qu'on se rende compte en fait si c'est juste une mine d'informations dans laquelle vous piochez ou il y a quand même des discussions ensemble, comment ça se passe en fait? Je vais prendre la parole si vous voulez bien. Du coup, oui, nous, on a changé de papier grâce à eux, en fait, parce qu'on cherchait du papier fabriqué en France. Et il n'y a plus beaucoup de papeterie, en fait, en France. La plupart ont fermé. Enfin, papetier plutôt. Et du coup, on a découvert Clairefontaine grâce à eux et le papier Clairbook. Du coup, qu'on commence à utiliser depuis, alors c'est l'année dernière, du coup, ça va être les nouveautés et qui est plutôt sympa. Après, à la caméra, ça va pas rendre énormément bien, mais voilà. Après, qu'est-ce qu'on a pu... et après, c'est plutôt les interrogations qu'on continue à avoir, sur, par exemple, l'impression à la demande, sur comment on fait un format optimisé pour éviter la gâche de papier. Enfin, ça, du coup, c'est des réflexions en cours. Enfin, c'est un chemin qu'il faut parcourir et on va y aller petit à petit. Voilà. Ouais. Et ce que je trouve bien, c'est que dans le mouvement, il y a aussi bien des éditeurs qui font que des romans, en fait, avec une impression noir et blanc, mais aussi de l'illustré. Vous n'êtes pas tous dans les mêmes démarches. Enfin, je trouve que c'est assez complémentaire, vos besoins, enfin, les tailles des éditeurs, enfin, toute cette énergie. Et du coup, pour venir à ce que disait Tom tout à l'heure, effectivement, moi, j'ai beaucoup aimé aussi l'intervention de Gwendal aux assises, même si après, ça n'a pas forcément débouché sur plein de questions et sur une sorte, il aurait fallu en fait une autre table ronde encore et que les assises durent 2 jours, parce qu'à chaque fois, cette journée-là passe trop vite. Est-ce que vous voudriez bien revenir chacun dans vos maisons respectives, parce qu'elles sont toutes différentes les unes des autres, surtout elles n'existent pas depuis le même nombre de temps. C'est quoi votre ressenti justement sur cette surproduction et sur le fait que aujourd'hui les librairies, les bibliothèques débordent de productions toutes plus charmantes les unes que les autres, mais quel est votre ressenti un petit peu? Quels sont les efforts que vous faites en interne? Bon, c'est sûr, Tom et Nathan, avec un livre, vous n'êtes pas du tout en mode surproduction, mais vous voyez, enfin, vous, à mon avis, vous ressentez les choses un peu de manière indirecte parce que vous vous rendez bien compte aussi, Tom et Nathan, quand vous allez en librairie ou quand vous avez envie de renouveler un peu votre palle, de savoir ce que vous allez lire et tout ça, vous vous rendez bien compte en fait que il y a une richesse et un nombre incalculable en fait de romans ados. Je ne sais pas qui veut prendre la parole à ce sujet sur le fait de votre ressenti vous en tant qu'éditeur par rapport à au nombre de livres publiés par an. Si je peux commencer du coup, moi je dirais que ce que j'aime trouver en littérature ado, mais même en littérature générale, c'est les livres qui viennent combler des manques.
et que ce soit au niveau des histoires racontées que des sujets. Là, on en a cité quelques exemples, mais c'est aussi, donc nous, avec Nathan, on va continuer de publier des projets qui, pour l'instant, on va pas se lancer sur des littératures ado plus classiques, on va dire, mais on veut des projets qui continuent de faire laboratoire de littérature ado, et donc forcément des projets qui viennent un peu, comme on l'a déjà fait avec le guide, combler des manques. Alors, on espère qu'on va pas se mettre à publier 100 titres par an, déjà parce que ça sera pas gérable. Mais voilà, ouais, non, c'est plutôt cette démarche-là qui nous anime, si je me trompe pas, Nathan. Oui. Nous, Ricochet, en fait, on est quand même dans une production très choisie, hein, puisqu'on fait à peu près une douzaine de nouveautés par an, donc c'est très peu. Mais en même temps, effectivement, notre choix, c'est que chaque nouveauté demande beaucoup de travail, donc on ne peut pas à la fois produire beaucoup et produire bien, donc c'est vraiment le choix qu'on va faire. C'est vrai qu'on est un petit peu affolé quand on va en librairie de tout ce qui sort, du peu de place qu'on a parfois, on accorde parfois aussi à nos catalogues, mais en fait, on va toujours, nous, plutôt se concentrer miser sur le fond, miser vraiment sur la promotion à long terme, parce qu'effectivement, le livre écologique, c'est un livre qui dure. Et aujourd'hui, je suis super contente parce qu'on a à peu près plus de la moitié de nos ventes, en fait, qui sont sur le fond. Donc certes, à chaque nouveauté, on va vraiment se défoncer pour que les livres soient à la lumière, parce que c'est pas facile avec la surproduction. Mais c'est toujours cet effort permanent de mettre en valeur les productions. Et en fait, les sujets, quand un sujet est intéressant, il est là pour longtemps. En fait, dans la collection Époque, on a sorti il y a 3 ans un livre sur les véganes. Donc, pourquoi les véganes? C'est vrai qu'il n'y avait pas de livre sur les véganes pour les ados. Et aujourd'hui, on se dit, dès qu'on peut, dès qu'on parle d'alimentation, dès qu'on parle du droit des animaux, etc., ce titre, il a sa place. Donc, c'est choisir des sujets assez résistants, pas trop dans la mode, pas dans l'instant présent. Et puis après, vraiment déployer des efforts de communication au long cours. Et Aude, chez Glénat, même avec cette collection qui te tient à cœur, c'est cool, t'en publies pas non plus 10 par an. Choix raisonné aussi dans la production, parce que on sent en fait, là dans les romans qu'on a lus, vraiment tout le travail de lecture, à mon avis, la justesse dans les propos, voilà. Est-ce que tu pourrais nous confier un peu ton ressenti chez Glénat depuis que tu es arrivée donc, à la tête du département jeunesse? Parce que c'est intéressant de voir justement la différence entre Lucas, Ricochet, Glénat, et je trouve que même à travers, en fait, Glénat, c'est une grosse maison d'édition, mais là, au travers de ce qu'on voit, des dernières nouveautés parues, on sent quand même un chouette regard et une chouette prise de conscience justement sur de pas trop produire. Non, c'est l'idée. Alors effectivement, on est sur des chiffres qui sont un peu plus élevés que mes camarades ici présents, mais on essaye aussi de rester dans une forme de quantité raisonnable par rapport à des objectifs aussi qu'on doit atteindre et par rapport à une envie aussi d'enrichir le catalogue et de continuer à le faire avancer. Effectivement, quand je suis arrivée, le roman n'existait pas chez Glénat Jeunesse, donc j'ai créé une nouvelle ligne dans un catalogue. Donc on pourrait se dire, est-ce que c'était réellement nécessaire? Après, oui, et moi j'en suis parfaitement convaincue. Ils ont pris la place aussi d'autres projets que du coup on n'a pas retenus. Il y avait, je pense, avant mon arrivée aussi, une stratégie un peu différente qui était beaucoup basée sur l'achat et la traduction d'ouvrages étrangers. Là, on est plus dans une forme de création. C'était important pour moi aussi de revenir à un travail vraiment avec des auteurs avec lesquels on avance main dans la main, avec lesquels on prend le temps aussi justement de préparer les sorties des ouvrages, les lancements, la promo sur du long terme, d'arriver à enrichir un catalogue qui existe depuis longtemps. Donc, il y a un fond qui est déjà très fort et qui existe depuis un moment. Et dans les nouveautés, on les réfléchit de cette façon-là, effectivement, de ne pas être sur du one-shot, de ne pas être sur du coup, ce qui me change un peu de mes activités antérieures, mais d'arriver avec quelque chose qui se positionne sur la durée et qui
à une échelle qui est celle d'un… Voilà, on n'est pas dans un énorme groupe, mais c'est pas une petite maison, effectivement. Donc, voilà, tout ça s'adapte aussi. Donc, c'est un peu… Il y a des principes de réalité, il y a des envies, il y a des mouvements qui s'inscrivent dans la longueur. Et puis, il y a aussi… je pense les personnalités, en fait, c'est une entreprise, c'est de l'humain, c'est des gens, donc c'est les discussions en interne, c'est d'amener ces sujets-là, c'est d'en discuter, c'est de porter aussi ces choses-là. Je me sens un peu investie aussi, je suis vraiment pas du tout la seule, hein, mais je me sens aussi un peu investie de ce genre de rôle, parce que en réalité, c'est comme ça qu'on fait aussi bouger un peu les lignes, hein, c'est en arrivant avec ses propres convictions et en essayant aussi de se faire entendre. Et ce qui est chouette chez Glénat, c'est que j'ai vraiment du répondant là-dessus. Je sais qu'en face de moi, il y a des gens qui pensent comme moi. Donc, c'est des plus grosses machines, ça prend parfois aussi plus de temps. Et puis les catalogues, il y a de l'existant, donc on ne peut pas non plus du jour au lendemain tout modifier. Mais c'est une vraie évolution qui est en cours. Voilà, pour répondre de nouveau le plus honnêtement possible à cette question. Ouais. Et je regardais juste, oui, parce que même dans les, il n'y a pas que les 10 idées où il y a tout cet effort, en fait, même les livres de la collection On est prêt, je veux d'imprimer sur du papier provenant des forêts gérées de manière durable. Enfin, il y a cet effort. Le minimum. En revanche, ils sont parfaitement pelliculés, ceux-là. En même temps, si ça les rend plus solides et qu'on puisse les retourner, les réapprovisionner, ça me semble plutôt… Il y a vraiment pour l'instant des pour et des contre un peu dans les deux cas de figure. Et sur les 10 idées reçues, c'est aussi un test quelque part de voir comment ça se passe. Et puis, on espère vraiment que ce sera que du positif derrière en ayant fait ce choix. Mais les ouvrages n'ont pas tous non plus le même usage. Un roman, c'est plus petit, on se le trimballe davantage peut-être aussi au fond du sac, etc., dans la main, dans la poche. Un ouvrage cartonné comme les 10 idées reçues, a priori, c'est moins sous le bras, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment de l'ordre aussi du test, hein, et d'essayer des choses et voilà, d'avancer aussi avec humilité et pragmatisme, quelque part, sur ces questions-là. Après, tu disais qu'on mettait du chocolat sur nos livres à 4 ans, mais perso, je mets encore du chocolat sur mes livres. Bah après, c'est vrai que ce qu'on voit aussi ici dans toutes nos démarches, c'est qu'on ça vient tous d'individus et on a tous des sensibilités à nos petites échelles pour faire bouger les choses. Mais en fait, on s'attaque aussi à un système qui est énorme et qui est déjà bien rodé depuis très longtemps. Donc, c'est difficile aussi de toute façon de tout changer d'un coup. L'autre jour avec Tom, quand on était à Nantes, on était avec justement les éditions La Cabane Bleue et on parlait de distribution. Elles ont fait le choix. Alors, elles sont distribuées, mais elles sont autodiffusées. Et par exemple, du côté de la diffusion, eux, commercialement, ils poussent beaucoup les éditeurs à produire beaucoup parce que quand il y a des titres, ça renouvelle l'intérêt, ça renouvelle aussi l'intérêt du côté des revendeurs. Il y a aussi, justement, de ce côté-là, les représentants, eux, ils ont énormément de titres à présenter aux libraires. Et donc, à ce moment-là, ils doivent faire des choix. Il y a toujours des livres qui sont mis de côté. Donc, en même temps, paradoxalement, on pousse à produire plus et en même temps, il y a des livres qui sont oubliés. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de créateurs et d'auteurs hyper intéressants qu'on a envie de publier et de mettre en avant. Mais en même temps, comme disait Nathalie, si on peut pas tous les pousser un par un, est-ce que ça a du sens? Enfin, c'est vrai que c'est tout un système à réinterroger et ça, on peut pas le faire avec 4 maisons d'édition en 2 heures ce matin, quoi. Et sur la diffusion, il y avait la question des voyages des représentants aussi, de tous les transports, comme d'ailleurs des transports imprimeurs qui se font dans des voitures individuelles. Il y a la réflexion derrière de j'imagine que c'est pas ni électrique ni de je ne sais quelle fourniture écologique, quoi. Donc il y a plein de questions autres que même la simple production d'un livre et de son papier, quoi. Ouais. Mais on peut pas répondre à toutes les questions en 2 heures, mais je trouve ça hyper bien de reprendre le temps, en fait, de lister un petit peu tout ce qui est fait, tout ce qu'on pourrait faire, d'expliquer vos démarches, parce que je trouve ça précieux, en fait. Et je trouve que ça fait un tout. C'est à la fois les livres de vos catalogues,
Et en même temps, vous, en tant qu'éditrice, je trouve que éditeur, pardon. Et du coup, je trouve que c'est vraiment un pack qui marche ensemble. Et c'est pour ça que la problématique de cette rencontre là ce matin, c'était vraiment l'écologie dans la littérature ado, mais aussi par les gens en fait qui sont derrière et qui œuvrent en fait pour faire les plus beaux livres, les livres les plus intéressants. Et enfin voilà, on sent vraiment vos efforts à chacun en fait de vraiment soigner tout, enfin dans la confection, dans la réalisation, dans le contenu. Et ça, c'est primordial. Et plus on le répétera, et plus on en parlera, et plus ça pourra, je pense, faire bouger les choses. Et avant de donner la parole en fait aux participants s'ils veulent poser des questions, si vous vous projetez à moyen, à court terme, qu'est-ce que vous pouvez espérer en fait donc là aujourd'hui vous faites plein de choses, vous avez une belle énergie en fait pour vraiment faire attention à la manière dont vous imprimez, la manière dont vous concevez les livres. Et quel pourrait être votre prochain objectif ou comment vous voyez les choses à court terme ou quelle est votre prochaine étape en fait? Je crois qu'il y avait Nathalie qui avait levé la main. Il y a Stéphanie, il y a Nathalie qui va juste pas. Ah oui. En fait, depuis tout à l'heure, je mets les lunettes et en fait, je vois pas la main. Vas-y, Nathalie. Non, Stéphanie, c'était juste une petite parenthèse par rapport à nos expériences écologiques et nos expériences de fabrication. Nous, on a eu cette chance, là, cette année, parce qu'on n'a pas parlé de papier recyclé, c'est rigolo quand même, c'est pas sorti, mais on a eu cette chance de tester une fabrication sur papier recyclé, mais recyclé sans produits chimiques, parce que c'est bien de recycler, mais si c'est pour mettre des tonnes de produits chimiques, ça n'a pas grand intérêt. Donc voilà, en fait, c'est ce livre, voilà, tu l'as là, c'est le livre 20 noisettes pour Hector, qui est le livre vert Saint-Exupéry, donc le prix du livre vert Saint-Exupéry donné par la ville du Mans. Et c'était très, très formateur parce que c'était un gros challenge en termes de chromie. C'est-à-dire que avoir un album avec des couleurs vraiment comme on a l'habitude de les trouver, très vives, très péchues, c'était un gros challenge. Et encore une fois, merci en fait à ce type de contraintes, parce qu'en fait, se mettre dans une contrainte écologique, c'est aussi réapprendre un travail qu'on fait de réglage de chromie avec notre photograveur, veiller avec l'imprimeur à ce que les choses soient vraiment conformes aussi à nos attentes. Donc voilà, c'était pour partager cette petite expérience. On est un peu retombé en enfance à l'âge des bois plein de chocolat. Non, mais c'est un super projet. Effectivement, on a un petit peu parlé quand même du papier dans la dernière partie. Nathan, Aude, votre envie pour demain ou un souhait qui vous tient à cœur? Après, comme pour nous, comme disait Tom, je pense que de toute façon, on a envie d'explorer la littérature ado et en se concentrant que sur un petit nombre de projets sur lesquels on travaille activement aussi parce qu'on n'a pas forcément le temps de produire plus de titres. Mais au-delà de la réflexion sur des titres pour les ados qui sont les plus pertinents possibles pour eux, on a effectivement l'envie d'aller de plus en plus loin possible dans nos engagements, que ce soit sociaux et solidaires, comme disait Tom, mais aussi écologiques. Donc, toutes les choses, je pense qu'il nous reste énormément de choses à améliorer, effectivement, sur le pelliculage, sur la distribution, sur le papier, d'où il vient, comment il est fabriqué, etc. Je suis pas sûr qu'on ait des points précis à améliorer, mais voilà, c'est plus un esprit on essaye d'aller plus loin. Et peut-être, si ce que disait Tom, c'était dans le collectif d'être... je pense qu'on échange beaucoup avec Tom, avec les éditions de la Cabane Bleue dont on parlait, mais aussi avec Livreco. Et je pense qu'on aimerait bien essayer le plus possible d'être dans des réflexions collectives et pas dans juste nous deux qui nous appelons pour parler de ces différents sujets, quoi. Parce qu'à mon avis, c'est comme ça qu'on peut faire bouger les choses. Et oui, aussi sur la rémunération des auteurs, aussi sur la façon dont on communique sur le livre, aussi sur tout ça, quoi. Du coup, c'est une invitation. De mon côté, je pense que dans les projets immédiats, il y a évidemment l'envie et déjà les projets en cours sur une suite
à la collection On est prêt. On a fait un petit point étape aussi avec le mouvement On est prêt. On est vraiment content de la façon dont on travaille ensemble. C'est hyper enrichissant d'un côté comme de l'autre. On est sur des problématiques différentes, mais on vise un public qui est le même. Mais finalement, tout ça se coordonne bien. Donc là, le collectif, nous, on le vit aussi un peu à travers cette expérience-là et c'est vraiment intéressant parce que c'est très transverse. Donc, il y aura d'autres ouvrages et pas 15 par an, mais plutôt 2 ou 3, probablement, justement choisis et avec des auteurs pour qui ça fait tellement sens que voilà, la question est pas vraiment combien on va en faire, mais avec qui. Et oui, il y a un rythme évidemment de parution, mais voilà. Après, c'est d'amener aussi le sujet, comme c'est toujours cette idée que le récit change, c'est d'amener aussi ce sujet de façon diffuse dans plein d'autres ouvrages. Donc ça peut être vraiment de l'album tout à fait classique, mais que derrière il y ait aussi soit une forme de célébration de la nature, soit une façon de revisiter aussi le lien qu'on a avec la nature. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire sans être en dehors de la collection des prêts ou de documentaires qui peuvent tourner autour de ce sujet-là. Et puis, invitation totalement acceptée de ma part, c'est-à-dire que oui, évidemment, les réflexions, elles sont en cours chez nous. Voilà, nous, on est pour l'instant plutôt en interne et je trouve que c'est effectivement dommage aussi de ne pas s'ouvrir davantage. Donc, moi, je suis complètement ouverte au fait qu'il y ait des discussions croisées, qu'on se fasse part de nos expériences, même si on n'est pas tout à fait toujours construit pareil et puis qu'on peut pas tout à fait faire les choses, c'est pas toujours décalcable totalement, mais il y a plein d'inspirations à prendre chez les uns et chez les autres. Et puis moi, j'avance comme ça dans ma vie, donc voilà, dans mon métier aussi, c'est les échanges, c'est les rencontres, c'est tout ce dont on peut se faire profiter les uns les autres. Donc avec grand plaisir pour ouvrir ces discussions-là et puis voilà, petit à petit avancer sur tout ce qui peut aller mieux, tout ce qui peut se faire de façon plus écologique. Sandrine, Hermine, vous voulez rajouter quelque chose? Je pense qu'au global, on a dit beaucoup de choses et qui sont vraies pour un peu tout le monde. Hein. On rejoint beaucoup d'aspects. Du coup, nous, notre grand projet, là, c'est notre changement de distribution, justement. On est parti du même constat que beaucoup d'autres, c'est-à-dire que là, on va être autodiffusé pour arrêter les retours, pour aussi que les libraires aient une meilleure remise, parce qu'on a constaté que la plupart étaient à 33%, tandis qu'Amazon était à 44%, et donc là, ça nous a fait mal. Et du coup, le choix écologique, économique et solidaire, on va dire, là, qu'on va faire et qu'on va mettre en place pour 2022, c'est autodiffusion, 37% minimum pour les libraires, indépendants et les petits, et puis d'Amazon. Donc voilà, c'est assez clair. Beau projet, énorme. Grand changement. Non, mais c'est très très bien. Le temps passe très très vite. Il est déjà moins 20. Il y a juste Reti. Je crois que Reti veut. Ah oui, bah, du coup j'ai enlevé mes lunettes, j'aurais pas dû. Je voudrais juste dire une dernière chose sur ce thème, c'est que on s'est beaucoup attardé sur. Reti, il y a ton micro qui vient de se couper. Moi aussi, j'ai eu ce problème de micro qui se coupe. Donc, on a beaucoup abordé des caractéristiques, des détails en fait qui font partie de notre réflexion sur l'écologie du livre. Mais en fait, je pense que c'est pas quelque chose qui nous manque, mais c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on travaille ces prochaines années. Après, je dis ça, mais ça n'engage que moi. C'est d'avoir des outils communs en fait. Et Livre Éco est un début de ça, mais vraiment avoir quelque chose de collectif. Dans d'autres industries, on a des évaluations de cycles de produits, par exemple des cycles carbone, par exemple pour la voiture électrique. Il y a des évaluations sur l'impact carbone de la voiture électrique. Donc, est-ce qu'on pourra revoir ça? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ce serait vraiment pertinent d'un livre à un autre? Je ne sais pas, je ne pense pas. Est-ce que ce sera du greenwashing? Ça peut l'être, ça peut ne pas l'être. En tout cas, voilà, trouver des outils collectifs, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant pour tout le monde.
Après, pour rebondir sur ce que tu dis, Roti, c'est un peu une piste du syndicat national de l'édition. Enfin, ils ont tous les ans, ils envoient, par exemple, le questionnaire à remplir pour savoir la quantité de papier utilisé, etc. Après, c'est à approfondir, mais ça peut passer aussi par quelque chose mais de du plus coup, général. ouais, pardon. En fait, ce que je voulais dire, c'est vraiment obtenir une vision globale Ouais. de. C'est ce qui m'importe. Après, les détails, bon, bah, voilà. Après, juste après les assises, je suis allée quand même sur le site du SNE voir s'il y avait plus d'informations sur cette commission. Et c'est vrai qu'ils ont mis en ligne quand même quelques PDF avec des chiffres, et c'est important, c'était très intéressant de faire remonter en fait tous ces chiffres, toutes ces données, justement, le bilan carbone, le recyclage des livres pilonnés. Enfin, il y a tout un tas de documents qui sont à libre disposition, mais c'est vrai qu'il faudrait enrichir et compléter tout ça et que ce soit encore plus transparent. On a plein d'autres questions, mais Charlotte, qui a suivi tous les commentaires depuis le début, est-ce que tu veux prendre le relais pour relayer des questions? Mais oui. J'ai eu une question de Morgane qui me dit, en tant que libraire, dans l'optique de sensibiliser sur ces sujets, pensez-vous qu'il faille préciser cette dimension écologique et engager des récits? J'ai consacré mon mémoire à cette question pour les albums jeunesse et ce n'est pas toujours pertinent de mentionner la dimension didactique, donc je me questionne sur l'approche auprès des ados. Qui veut commencer? Donc, Mais moi, sur Pardon. non, vas-y, Tam, t'inquiète. Non, je voulais. Donc, c'est sûr, est-ce qu'on le communique au public en librairie? C'est ça la question? Ouais, je pense. Moi, je pense que c'est toujours des choses auxquelles le public sont sensibles et notamment les ados. Après, je pense que ça. Je sais pas, j'aurais envie de retourner la question plutôt aux libraires, justement, et aux bibliothécaires. Je pense que c'est encore eux qui connaissent plus le public. Moi, ça me semble intéressant. Ça dépend un peu sans doute du public de chaque librairie, de chaque. Sandrine, Hermine, peut-être que sur les salons, vous vous êtes rendu compte de certaines choses auprès du public, justement. Est-ce que communiquer sur cet aspect écologique, ça apporte quelque chose en plus? Oui, ça peut apporter quelque chose en plus. Il y a de plus en plus de gens qui sont sensibles à comment sont fabriqués les objets qu'ils utilisent dans la vie de tous les jours et à ce qu'ils veulent, ce que les parents veulent transmettre à leurs enfants. Et ils préfèrent du coup choisir des objets qui sont un peu mieux conçus, mieux conçus par rapport à la planète, pour développer l'intérêt de l'enfant aux soucis de la planète. Je pense que oui, ça devient une interrogation aujourd'hui, plus qu'il y a 15 ans, quand on était tout jeune, c'était pas encore le cas. On coupait encore les buissons et les haies, etc. Nathalie, pareil, même question. Peut-être que sur les salons, vous vous êtes rendu compte de comportements, de choses un peu plus intéressantes auprès du public en mettant en avant l'écologie? Moi, je constate que les lecteurs regardent très souvent où est fabriqué le livre. Et ça fait quand même quelques années. Je dirais que ça fait au moins 5-6 ans qu'on voit ça. Donc effectivement, on voit nous, c'est pas du tout notre cas, on n'imprime pas du tout en Asie, mais on sent bien que s'ils étaient imprimés en Chine, ils s'en vont. Donc moi, j'ai plutôt tendance à laisser un petit peu les lecteurs faire leur propre lecture des infos qui sont dans le livre. Je trouve pas ça très facile d'aborder le sujet. On est là quand même d'abord pour parler des contenus, et puis après, je pense que les lecteurs comprennent assez vite que, en tant que maison petite, avec un soin particulier, on va pas être en hiatus dans nos choix de fabrication. Donc, je trouve pas toujours évident de parler de cette question-là aux lecteurs. On leur parle quand même avant tout du contenu. C'est ça qui les décide en premier lieu d'aller vers un livre. J'ai eu une autre remarque, sinon, concernant les illustrations, de Aline, qui me dit « Superbes illustrations, mais de façon générale, en tant que bibliothécaire, je trouve que l'édition jeunesse ou ado manque actuellement de photos. » Du coup, est-ce qu'un travail de photographie est prévu dans les prochaines parutions ou pas?
Alors, je peux parler de notre point de vue. Nous, on n'a jamais voulu travailler la photo. Évidemment, on nous pose souvent la question pourquoi pas de photos quand vous faites un livre, je ne sais pas moi, sur les écosystèmes. Là, on vient de sortir un superbe livre sur les écosystèmes, Mon Grand Voyage. On aurait pu avoir une grande photo à chaque double page plutôt qu'une grande illustration d'Emmanuel Housset. Mais pour nous, en fait, ça ne nous permettrait pas de tricoter le texte et l'image comme on le fait avec de l'illustration. C'est ça. C'est l'illustration, le texte, c'est de la matière, c'est de la pâte à modeler et on le tricote. Et je pense qu'avec des photos, ce serait un autre travail, donc ce serait une autre ligne éditoriale en fait. Ruti, tu voulais rebondir? Oui, je voudrais rebondir sur la remarque de Nathalie. Illustrer, ça va être un peu scolaire, désolé. Illustrer, c'est illuminer. Et puis, donc du coup, c'est de mettre en lumière des aspects du texte. Et du coup, ce serait pas du tout le même dialogue entre texte et image et texte et photo, ou photo, vraiment, on donne alors, une photo, c'est un angle précis, et puis voilà, c'est des couleurs précises. Enfin, je vais éviter de rentrer dans les détails, mais voilà, c'est pas le même dialogue. C'est un autre travail éditorial finalement, de rentrer avec la photographie. Sandrine, Hermine, vous êtes d'accord avec ça aussi? Oui, complètement. On ne pourra pas rajouter grand-chose sur le sujet. Je pense que c'est un travail tout à fait différent, c'est une démarche tout à fait différente et qui n'est pas effectivement celle qu'on a choisie. Et si les deux se valent et sont effectivement très intéressantes, on est un peu côté illustration aussi, et voilà, essayer d'amener des choses différentes ou qui correspondent à ce qu'on veut faire par ce biais-là. Mais bon, je pense qu'il y a quand même des éditeurs spécialisés aussi avec des photos qui font un travail très différent. Et si je peux me permettre d'intervenir, je pense on parle toujours beaucoup du lien et de l'opposition qu'on peut faire entre numérique et livre. Et je pense que justement, c'est un des constats qu'on peut faire aussi, que la photo, on la voit beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux. Je pense que les ados, ils y ont accès tout le temps. Donc, en réponse à ça, pour venir compléter et proposer autre chose que le numérique aux ados, je pense que justement, l'illustration, c'est une bonne réponse. Oui, il peut y avoir les deux du moins. Mais en tout cas, quand on lit ce livre, on a envie de voir toute l'expo avec les loups. Oui, effectivement, mais ça reste justement, on est dans un imaginaire que le lecteur a tout loisir de déployer lui-même. Mais oui, je peux rien ajouter non plus vraiment de très probant, à part que sur les idées reçues, ça nous a semblé totalement évident justement pour rentrer dans cette continuité entre le contenu et l'illustration, que ça se fasse, c'est complètement entremêlé. Et Maureen, elle a vraiment travaillé main dans la main avec Charlotte Fleur et Myriam, et elles ont construit l'ouvrage vraiment toutes les trois. Ça aurait été très très différent de le faire avec des photos, je dis pas impossible, ça aurait été un autre ouvrage, mais très 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 différent. Là, ça permet vraiment le dialogue. Et puis ça va avec ce que tu disais de créer des imaginaires. Forcément, c'est des univers possibles, des imaginaires. Merci. J'ai pas d'autres questions sur le chat, donc Stéphanie, je sais pas si tu avais... Ah non, mais moi j'ai plein d'autres questions possibles. Si je peux me permettre juste... Pardon, Stéphanie, je t'interromps. J'ai vu Myriam Daman qui a partagé un rapport sur le chat, et puis moi j'en ai partagé un autre du coup en réponse de WWF. Donc on a mis ces deux rapports en lien sur l'économie et l'écologie des milieux culturels et plus particulièrement de l'édition. C'est ce que j'étais en train de regarder pour voir s'il n'y avait pas de nouvelles questions qui apparaissaient parmi nos invités. Bon, il nous reste quelques minutes. On avait prévu de parler du livre des éditions du Ricochet avec le prix. Est-ce que Sandrine et Hermine, vous voulez parler en 2 secondes en fait de votre nouveauté Sisyphe qui Charlotte, si tu veux montrer. C'est Anne-Pascale. Anne-Pascale, tu veux montrer? Ah non, c'est moi qui l'ai. Qui est un des premiers titres qu'on a fait, en fait. Et qui donc
met en scène Sisyphe, un bousier qui décide de faire grève pour protester contre ses conditions de travail. Et évidemment, tout ne va pas bien se passer par la suite au sein de son écosystème. Donc après, il y a plusieurs lectures possibles de l'album, mais ça a un succès assez important en salon et avec les enfants et les parents qui apprécient aussi cette thématique de la grève. Donc voilà, bon, on s'est bien amusé dessus. On a pas mal de slogans à la fin sur les pollinisateurs en colère. Voilà. Et, mais du coup, ça symbolisait bien votre catalogue, je trouve, avec la démarche scientifique, oui, tout à fait, ouais. Ouais, c'est vraiment pour montrer l'intérêt des toutes petites bêtes dans la nature aussi, celles qu'on voit pas et qui ont un rôle purificateur énorme en fait. Sans bousier, la plupart il y a une grande partie de l'agriculture qui serait pas possible en fait. On s'en rend pas compte, mais c'est assez incroyable le rôle essentiel de cette petite bête. Voilà, du coup on avait quelques minutes, je trouvais ça important de revenir sur cet album des éditions Lucas. Je ne sais pas s'il nous reste vraiment beaucoup de temps. J'avais plein de questions sur Urban Garden que j'ai adoré. Charlotte avait des questions sur Louis Yetu. Je pense qu'en 5 minutes, ça va être un peu compliqué. Je regarde si vous avez des nouvelles questions. C'est cool, on commence à avoir des gentils remerciements. Merci, monsieur, madame Brassard. Merci pour cet échange, c'était vraiment très intéressant. Je suis en train de lire le livre de Tom et Nathan, il est passionnant. Voilà, vous avez tout en live. Je ne sais pas, vous avez quelque chose à rajouter ou je peux reposer des questions, mais je pense que ça va être un peu serré en question de planning. Vous avez un petit mot pour conclure chacun. En tout cas, c'était un plaisir intense d'échanger avec vous. La matinée est passée très vite. Je vois que Charlotte remet le lien sur Urban Garden. Voilà, j'espère que vous avez tous passé un excellent moment. Chers invités, au plaisir de se revoir très bientôt. Chers participants, j'aimerais bien prendre les dernières minutes en fait pour vous raconter un peu ce qui va se passer dans la suite. Du coup, vous pourrez chacun nous contacter. Charlotte va remettre notre mail génériquecontact@comj.fr. Si vous avez des questions que vous n'avez pas osé poser pendant la rencontre ou s'il y a des choses qui vous viennent en tête en y repensant un petit peu plus tard, on se fera une joie en fait de relayer auprès de tous les éditeurs présents en fait vos questions. On va vous envoyer, si vous voulez bien, en fait, des liens vers les catalogues, les nouveautés. Je sais que chaque éditeur a des catalogues, des marque-pages et tout plein de choses, donc surtout n'hésitez pas à nous en faire la demande et on se fera une joie, pareil, de relayer auprès de Ruti, Nathalie, Hermine, Sandrine, Aude, Nathan et Tom et de vous envoyer plein de choses pour prolonger la rencontre. Je vois, merci pour des catalogues. Donc voilà, sachez tous que vous allez être contactés et qu'on va lister un petit peu les demandes de chacun. Voilà, pour que vous puissiez en faire profiter vos lecteurs en bibliothèque et en librairie. Merci infiniment. Comme je fais à chaque fois, je pense que je peux remontrer tous les livres de chacun. Du coup, la collection On est prêt. Je vous invite vraiment à vous plonger dans ces super romans. Nyx, Olympica, grand coup de cœur de Anne Pascal. Tout savoir la conquête. Et je vous remontre les 10 idées reçues pour le climat. Et je vais vous montrer les super documentaires. J'ai essayé de les mettre à disposition de mes grands ados rebelles. Pour l'instant, ça n'a pas marché, mais je vous prépare. Voilà, super collection POC. Vous allez voir des changements petit à petit. On n'en a pas trop parlé, mais avec tout un relookage imminent, en fait, pour leur donner encore plus un goût de fraîcheur. Et enfin, je voulais vous remontrer En quête d'un grand peut-être. Donc, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite vraiment à vous y plonger et à lire ce fabuleux guide. Et puis, ça vous donnera plein d'idées de lecture. Et puis, le magnifique Mont Fuji
dont on ne se lasse pas de regarder les illustrations intérieures et d'apprendre tout un tas de choses sur le Japon. En tout cas, merci à vous, merci infiniment. À très bientôt pour une nouvelle rencontre. Merci à Nathan, Aude, Nathalie, Hermine, Reti, Tom, Sandrine. Merci à Anne-Pascale et Charlotte qui sont dans les coulisses et qui ont été très, très actives aussi. Et je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée, puis on reste en contact. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.